Donc, le CEPSUP, c'est le collectif éclairage pédagogique dans le supérieur. Donc, c'est des conseillers ingénieurs pédagogiques de 5 établissements lyonnais, l'ENTPE, l'Université catholique de Lyon. Donc, il y a Pierrick Ribaud qui en fait partie, tu peux faire un petit signe. L'INSA Lyon, il y a Fatma Saïd Touami qui est représentée, je pense, aujourd'hui, mais qui n'a pas pu être là, mais il y a des collègues de l'INSA. L'Université Lumière Lyon 2 avec Jean-Yves Poitras et Florian Bosson. Je ne sais pas s'ils sont là, vous pouvez faire un petit signe, normalement ils devraient être parmi nous. Et pour l'Université Lyon 1, moi-même, Élodie Masclot et Manon Guirand, qui font partie du coup du service ICAP. Manon, bah, je te laisse présenter notre invité d'aujourd'hui. Oui, vous m'entendez bien, c'est tout bon. Donc, je vais présenter rapidement, sans être exhaustive, donc Monsieur Richard Emmanuel Istès, qui nous consacre du temps aujourd'hui et qui nous fait profiter de son expertise, de ses expertises plutôt, et qu'on remercie vivement du temps de préparation qu'a nécessité ce webinaire. Donc, vous êtes chimiste de formation, mais aussi docteur en sciences de l'éducation et en philosophie. Médiateur scientifique, vous vulgarisez la connaissance, partagez et mettez en perspective les savoirs dans le contexte où ils se déploient. Vous avez publié de nombreux travaux et ouvrages en sciences humaines, cognitives, de l'éducation. Donc, c'est à la croisée des disciplines que vous appréhendez l'intelligence artificielle en tant que scientifique, mais aussi philosophe, pédagogue et citoyen. Vous êtes responsable du service d'appui au développement académique et pédagogique de la Haute École spécialisée de Suisse occidentale, une institution donc avec une démarche plutôt orientée métier, professionnalisante. Voilà, si vous voulez compléter ou corriger quelque chose, sinon je vous laisse le partage pour votre présentation. Merci beaucoup. Merci de m'accueillir. Merci pour cette présentation. Je suis très heureux d'intervenir pour le CEPSUP aujourd'hui. Je me sens un tout petit peu lyonnais, bien que je vive en Suisse, je suis quand même encore français. Je suis né à Strasbourg, mais j'ai fait une partie de mes études à Lyon et plus précisément à Gerland, à l'École normale supérieure de Lyon. Je fais effectivement partie d'une institution qui s'appelle Haute École spécialisée de Suisse occidentale. Alors, les détails de l'enseignement supérieur suisse sont un peu complexes à appréhender, mais peut-être que ce que je peux vous dire, qui donne quelques éléments de compréhension, c'est qu'en Suisse, seule une minorité des élèves d'une classe d'âge passe le bac tel qu'on le conçoit en France. Ça s'appelle la maturité gymnasiale en Suisse. Et entre 20 et 25% d'une classe d'âge fait cette maturité gymnasiale qui les oriente vers l'université ou les hautes écoles pédagogiques. Pourquoi? Parce que on considère que seuls 20 à 25% des élèves euh, sont aptes, sont enclins à faire des études académiques et que la plupart des autres, ça les amuse pas de rester assis à écouter des profs faire des cours théoriques. Je caricature un petit peu. Et donc, la majeure partie des élèves d'une classe d'âge sont orientés dès l'âge de 15-16 ans vers des filières professionnalisantes qui sont très valorisées, qui sont très nobles et qui conduisent vers les hautes écoles spécialisées, HES. Euh, et notamment vers celle dans laquelle je travaille, la HES SO de Suisse occidentale, qui compte 22 000 étudiants sur 28 hautes écoles, 28 sites différents, 60 filières différentes et 6 grands domaines disciplinaires. Euh, Ces hautes écoles forment par 3 années de bachelor, l'équivalent d'une licence, puis éventuellement, mais c'est pas obligatoire, un master. Elles sont professionnalisantes. Et c'est la raison pour laquelle nous travaillons exclusivement ou disons essentiellement dans une approche dite par compétences. Pourquoi? Parce que nos diplômés doivent être employables. Et en effet, un an après leur sortie de bachelor, 97% de nos étudiants sont en emploi, un an après leur sortie de l'école. Ça nous donne une approche pédagogique particulière puisque tout est ciblé vers l'employabilité, vers le développement de compétences. Et je tiens évidemment à le rappeler, c'est peut-être une évidence, mais c'est toujours mieux quand on le dit. L'approche par compétence ne s'oppose pas à ce qu'on pourrait appeler une approche par connaissance.
il n'y a pas de compétence sans connaissance. C'est pas une opposition. C'est simplement qu'on dépasse la notion de connaissance, de savoir-faire même et de savoir-être pour aller vers ce qu'on appelle des savoirs agir en situation professionnelle. Alors, ça nous donne des outils intéressants pour appréhender l'intelligence artificielle et c'est ce que je me propose de faire aujourd'hui. Pendant que je parlais, j'entendais quelques petits bruits. Je ne suis pas sûr que tout le monde ait fermé son micro. Ça sera peut-être plus confortable si c'est le cas. Vous devriez voir, après la page de titre maintenant, ma page de problématiques. J'ai toujours des petits bruits. Il doit toujours y avoir des micros ouverts. Et donc, les questions qui se posent autour de l'intelligence artificielle sont les suivantes. Les processus d'apprentissage, les étudiants sont affectés par l'IA. Comment? Comment est-ce qu'elle affecte et qu'elle questionne le travail de l'enseignant, de l'enseignante? L'évolution du monde professionnel, l'organisation des filières d'études. Et finalement, moi, enseignant, quelle posture adopter face à l'IA dans mon cours, au sein de mon institution, et comment l'utiliser au mieux pour organiser mes activités et faire apprendre les étudiants. Les objectifs d'intervention que je vous propose sont les suivants. Vous devriez idéalement être capable ou plus capable de décrire les enjeux pédagogiques de l'IA en contexte d'enseignement supérieur, d'exploiter la notion d'alignement pédagogique pour répondre aux bouleversements apportés par l'IA, alignement pédagogique qu'on appelle aussi parfois alignement constructif ou cohérence pédagogique. C'est un peu la base de la pédagogie de l'enseignement supérieur, on va en parler tout à l'heure. Percevoir l'intérêt de l'approche par compétences pour vous rendre résilient face à l'IA, pardon pour la coquille, et faire évoluer vos méthodes d'enseignement et vos modalités d'évaluation en conséquence. Je me permets juste de dire que j'ai toujours des bruits. Je ne sais pas si c'est l'outil numérique qui les génère, si c'est les artefacts ou s'il y a encore des micros ouverts. Je laisse peut-être les organisateurs vérifier. C'est pas dramatique non plus. Je pourrais m'en satisfaire. Le programme est le suivant. Après l'introduction que nous venons de commencer, il y a quelques rappels théoriques ou plutôt méthodologiques et pratiques. J'aborderai des questions un peu générales de pédagogie de l'enseignement supérieur à l'ère de l'IA. Pas de bruit pour vous, c'est très bien. Alors je vais me satisfaire de ces conditions. C'est pas dramatique. Et ensuite, on parlera de l'évaluation. Évidemment, c'est quelque chose qui touche beaucoup les enseignantes et les enseignants. On verra comment l'approche par compétences peut nous apporter un peu de résilience. Et ensuite, on ouvrira une discussion. Et avant cette discussion, à chaque fois que je changerai de chapitre, je demanderai s'il y a des questions de compréhension, mais je vous proposerai de garder les questions de débat, le débat pédagogique pour la discussion. Parce qu'il est bien possible que si vous me posez une question après la partie 3, je vous dise j'ai prévu d'en parler dans la partie 4. Donc, vraiment des questions de compréhension, c'est des choses qui sont pas claires et qu'on fasse ça très vite. Et ensuite, on aura plus de temps pour la discussion, puis du temps pour les applications pratiques sur 3 cas d'études que je vous présenterai. Donc, quelques rappels théoriques, méthodologiques et pratiques. Pas sur l'intelligence artificielle en soi. Hein, voilà. Ça, vous pouvez le trouver ailleurs. On n'a pas le temps de rentrer dans ce détail, mais plutôt sur comment, de manière générale, appréhender un chatbot. Je distingue 4 rôles possibles qui sont l'encyclopédie, l'assistant, le sparring partner, le ghostwriter, qui fait le travail à notre place, à qui on délègue toutes nos tâches. Et en fait, ce que je recommande, c'est de ne pas le considérer ni comme une encyclopédie, ni comme un ghostwriter. Le chatbot est l'équivalent d'un stagiaire ou d'une stagiaire. En fait, c'est une personne qui nous assiste et qui est un partenaire de réflexion. Parfois, elle peut nous apporter quelques connaissances. Si c'est un ou une stagiaire qui a fait des études approfondies dans un domaine, elle va pouvoir nous apporter des connaissances. Mais en général, le stagiaire, c'est l'assistant et le partenaire de réflexion. C'est pour ça que je vous propose ce découpage. Et cette métaphore nous donne des pistes pour savoir comment interagir convenablement avec des outils d'intelligence artificielle. Premier conseil, se limiter à son propre seuil d'expertise. Vous avez peut-être rencontré ce diagramme de Chulkanov qui a été lancé très tôt après le développement de ChatGPT, de janvier 2023, et qui pose tout simplement la question, est-ce qu'il est important que la réponse que l'on va obtenir soit vraie? Parce que on peut poser des questions à un chatbot dont la réponse n'a pas forcément besoin d'être vraie. Si je vous demande une recette de cuisine,
la recette sera peut-être mal fichue, ça sera mauvais, trop salé, trop cuit, mais vrai ou pas, c'est un peu difficile. Si je vous demande une image d'illustration, elle sera ni vraie ni fausse. Alors, si la réponse n'a pas besoin d'être vraie, alors c'est safe, c'est sûr, il n'y a pas de problème, on peut l'utiliser. Si en revanche la réponse a besoin d'être vraie, alors la question clé qu'il faut se poser, c'est est-ce que j'ai l'expertise pour vérifier? Non pas est-ce que j'ai déjà la réponse, mais est-ce que je suis capable d'aller croiser différentes sources, d'aller consulter des sites, différentes personnes pour vérifier que la réponse qui m'a été donnée par le chatbot est correcte. Si c'est pas le cas, alors c'est dangereux, c'est unsafe. Si c'est le cas, je vais encore me poser une autre question. Est-ce que je suis prêt à endosser la responsabilité en cas d'erreur? Si la réponse est non, c'est dangereux. Si la réponse est oui, alors c'est pas sûr, mais c'est possible. C'est possible, on pourra toujours poser la question inverse pour voir comment il répond, ou poser la question plusieurs fois, poser la question à un autre chatbot, aller visiter un site web ou même, chose extraordinaire, ouvrir un livre pour vérifier. Voilà. Donc ça, c'est le premier conseil qu'on peut donner, mais c'est un peu frustrant de se dire qu'on ne va pas pouvoir aller au-delà de son seuil d'expertise. Alors, heureusement, il y a des solutions. Et la première solution, c'est le prompt engineering. C'est apprendre à lui parler. Vous trouvez beaucoup de techniques de prompt engineering sur Internet. Je vous propose de les oublier. Il n'y a pas besoin d'aller aussi loin que tous ces trucs qu'on trouve. En gros, il y a quelques consignes qu'on peut donner, et parmi les 7 que je vous présente, il y en a 3 qui suffisent pour la plupart des requêtes. Lui donner un objectif, c'est l'item numéro 2. Préciser le contexte, dire d'où on parle. Je suis professeur dans telle université, à tel endroit, avec tel type d'élèves, dans telle discipline, etc. Donner un maximum de choses, un maximum de contexte, peut-être même le descriptif de la filière d'études, le descriptif du module d'enseignement, le référentiel de compétences s'il y en a un, que sais-je, le maximum d'infos, autant qu'elles soient pas confidentielles, et ensuite lui donner un rôle. Tu réponds comme un expert ou une experte en mathématiques, en gestion, en finance, etc. Et ce faisant, vous allez orienter le chatbot vers des réponses qui sont beaucoup plus robustes que si vous lancez comme ça juste une question, comme on lancerait une requête Google. L'objectif, c'est de faire en sorte que, puisque le chatbot produit non pas du vrai, mais du plausible, ça tient à sa manière de générer du langage, eh bien, vous rapprochiez la courbe de plausibilité de la courbe de véracité. Troisième conseil consiste à s'appuyer sur les bases de connaissances qu'offrent parfois les outils d'intelligence artificielle. Celui qui en offre le plus et le mieux, c'est NotebookLM. C'est un outil que beaucoup de gens ne connaissent pas et ça m'étonne toujours parce que c'est, à mon avis, est plus utile que ChatGPT lui-même. Et dans NotebookLM, vous pouvez saisir des sources. Alors, je vous propose d'en saisir une, qui est un outil que je vous suggère de lire parce que en quelques pages, vous trouvez beaucoup d'informations très précieuses sur l'intégration de l'IA générative dans les stratégies pédagogiques. Il y a bien sûr beaucoup d'autres ressources sur ce thème, mais celle-ci est bien faite. Vous devriez à présent voir mon navigateur. Si ce n'est pas le cas, merci de me le signaler. Et dans NotebookLM, on peut créer un notebook, c'est-à-dire ouvrir une fenêtre qui va nous demander de sélectionner un fichier. Je vais sélectionner le fichier en question, ça doit être celui-là, voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est très joliment présenté, très aéré et finalement pas très long. Je saisis ce document et dès lors que j'ai saisi une source ici, alors non seulement NotebookLM me la résume, mais il m'autorise à écrire. Il m'autorise à écrire et à lui poser des questions. Et si je lui demande quelle est la recette de la tarte aux fraises, eh bien c'est un chatbot, donc il va évidemment me répondre, mais il va surtout me dire qu'il ne peut pas. Parce que NotebookLM ne répond que sur la base des ressources documentaires qu'on lui a données. Et donc, ce qu'il fait, c'est qu'il me dit de quoi il peut me parler. Mais il ne peut pas me parler de la recette à la tarte aux fraises. Je peux par contre lui demander quels sont les différents niveaux de prompt. Et là, comme il en parle, eh bien, il va pouvoir, ou plutôt comme le document en parle, le chatbot va pouvoir nous les décrire. Et ce qui est intéressant, c'est que il source dans le document l'endroit qui lui a permis de générer sa réponse.
En plus de cela, vous pouvez générer un guide d'études, un document de synthèse, des questions fréquentes, enfin FAQ, une timeline, un résumé audio sous forme de podcast et même une carte mentale, des notes, etc. Donc c'est un outil très précieux. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est un outil qui nous permet de nous assurer que les réponses vont être solides, robustes, puisqu'elles sont basées uniquement sur les documents qu'on lui a fournis. Pour autant qu'on soit capable d'attester de la véracité ou de la solidité des sources qu'on lui donne, on va obtenir des réponses correctes. Et donc, je vous disais tout à l'heure que le chatbot est un peu comme un stagiaire. Ben, oui, en effet, on ne demande pas à un stagiaire une question auquel qu'on ne serait pas capable de vérifier soi-même, hein, et on prend la responsabilité parce que c'est jamais le stagiaire qui va prendre cette responsabilité. Le stagiaire, il faut bien lui expliquer, il faut se mettre à sa portée, il faut lui expliquer clairement ce qu'on attend de lui, dans quel contexte, avec quel objectif, quelle mission. Et puis, si on a la possibilité, on lui donne un document, on lui dit, tiens, lis ça, puis ensuite, tu feras le travail. J'ai produit un certain nombre d'arbres des choix que je vous présente ici, mais je ne vais pas les décrire parce que ce serait fastidieux. Je vous les montre et s'ils vous intéressent, vous les trouverez dans le support de cours que je vous ferai parvenir par le biais des organisateurs de la rencontre. Dans celui-ci, qui répond à la question l'usage de cet outil est-il fiable, on retrouve les questions du diagramme de Chulkanov, les questions de prompt engineering, ai-je appris à prompter de manière experte, et la question des bases documentaires. Et vous voyez, ces outils sont faits pour en fait se poser les bonnes questions et en fonction d'où on sort, ça nous dit si l'utilisation de l'outil qu'on envisage de faire est interdite, inconsciente, imprudente, possible mais délicate, sûre ou inoffensive. Parce qu'on va parler d'IA dans l'enseignement, il faut que vous sachiez que vous, d'une part, mais vos étudiantes et étudiants aussi, peuvent faire des choses de plus en plus élaboré avec des chatbots et notamment utiliser la fonction de recherche approfondie dans ChatGPT ou d'autres chatbots qui ont cette fonctionnalité. C'est plus que la recherche, c'est la recherche approfondie qui est vraiment un screening complet qui permet de poser à ChatGPT une question telle que j'aimerais faire une revue de littérature sur le thème suivant, l'impact de l'IA sur le développement de l'esprit critique des étudiants d'enseignement supérieur. Tu réponds comme un spécialiste de l'IA dans la pédagogie de l'IA, de l'enseignement supérieur. Tu recherches des informations dans des sources académiques et dans les médias sérieux. Vous envoyez ça et contrairement aux discussions classiques, le chatbot va prendre 10, 30 minutes, parfois 1 heure. Ça peut même mettre plusieurs heures selon la difficulté de la question qui est posée, surtout si vous avez utilisé un modèle de raisonnement en plus, et il peut vous sortir des choses absolument extraordinaires. Ça s'approche de ce qu'on appelle les agents, qui sont capables de faire des tâches avec une certaine agentivité. L'université de Stanford a produit Storm. Storm vous permet à vos étudiants de générer des articles scientifiques à partir de zéro avec des sources qui sont, à ma connaissance, toujours correctes. Et par exemple, ici, on va pouvoir faire la même chose qu'avec la fonction Deep Research de ChatGPT, dire exercising students' critical thinking skills with an end towards the use of generative artificial intelligence. Il va nous demander ensuite le writing purpose, il faudra lui dire pourquoi on veut écrire, et il générera un article comme je vous le présente ici, un article complet avec de la littérature, et il vous explique même comment il fait. En réalité, il génère des personas, il décrit les personas, il leur pose des questions, il les interviewe. Il répond aux questions qu'il pose aux personas qu'il a créés, et à partir de toute la matière qu'il a récoltée, il génère l'article scientifique. On peut même en faire un PDF avec la littérature à la fin. Vous avez ensuite des outils comme Elicit qui permettent de faire de la recherche bibliographique. Vous saisissez un thème, AI Risks in Social Insurance, et il vous donne toute la liste de la biblio et il fait un petit résumé. Si vous avez la version payante, il vous fait un résumé un peu plus complet. Je crois que je l'ai aussi présenté ici. Voilà, vous avez cette fonctionnalité qui permet de rechercher des articles, mais vous avez aussi la possibilité de lui faire générer un rapport. Et donc, on pourrait lui poser aussi ici la même question, hein, exercising students' critical thinking skills with and towards the use of Gen AI, et il va nous faire également, comme Storm,
un rapport, une espèce de revue de littérature sur le sujet. Évidemment, il ne répond pas aux questions de recherche qui n'ont pas encore trouvé de réponse. Et heureusement, en tout cas pas encore. Voilà, il y a beaucoup d'autres outils, mais c'est juste pour vous dire qu'il y a des choses quand même qui sont un petit peu au-delà de l'utilisation du chatbot. Je vous ai parlé des arbres des choix. J'en ai créé 4. Celui-ci pose des questions qui nous permet de nous assurer que l'utilisation d'un outil d'IA va être sécurisée. Donc là, c'est vraiment des questions liées à la sécurité. Celui-ci permet de s'assurer que l'usage va être efficient. Donc à nouveau, ce sont des outils réflexifs, hein, ça apporte des questions, pas des réponses. Et celui-ci vous permet de savoir s'il est acceptable au regard de vos valeurs, des valeurs de l'institution, de l'impact environnemental, etc. Alors, ça apporte des questions, pas des réponses. C'est pour ça que j'ai créé un agent dans ChatGPT qui, lui, apporte des réponses. Je vais vous montrer comment il fonctionne et je vais ensuite vous le mettre dans le chat. C'est un agent que j'ai configuré pour qu'il puisse nous tester n'importe quel outil d'IA. Donc, si je lui donne par exemple le chat de Mistral, on en parle beaucoup en France à l'occasion du salon Vivatech, le président de la République est très fan de cette société, eh bien, je lui donne juste le nom et le chatbot fait ce que je lui ai demandé de faire dans la configuration, c'est-à-dire que il l'évalue selon 10 critères, réputation du fournisseur, sécurité des données, souveraineté numérique. C'est toujours les mêmes, hein, c'est moi qui lui ai demandé de le faire. C'est moi qui ai défini ces critères et j'ai cherché ensuite les réponses pour chacun des outils qui sont présentés. Puis facilité d'usage, accessibilité, coût, responsabilité sociétale de l'entreprise, jusqu'à décrire les sources d'énergie qui alimentent les serveurs. Ça permet plus ou moins de répondre aux questions qui sont posées par les arbres des choix. À vrai dire, je suis pas sûr de savoir où je dois cliquer pour aller dans le chat. Si je ne le trouve pas tout de suite, je me l'enverrai tout à l'heure et je vous mettrai tous les liens en même temps. Panneau. Bon, je ne sais pas où c'est. De toute façon, tout à l'heure, on en aura besoin. Trouver. Voilà. Alors, j'aime bien rappeler que on n'est pas tous en charge de tous les enjeux liés à l'intelligence artificielle. Chacun son domaine. Aux directions de légiférer, financer, de décider du périmètre d'utilisation de l'IA, d'effectuer la veille juridique pour la protection des données, de décider quel outil doit être mis à disposition d'un point de vue institutionnel, de former les enseignantes et les étudiants et étudiantes, fournir l'accès à l'IA. Aux responsables de programme d'anticiper l'évolution des métiers dans un monde d'IA, les compétences nécessaires, d'adapter les formations aux contraintes et aux potentialités de l'IA. Aux enseignants de se former à l'IA, de prendre en compte l'IA dans la relation pédagogique, de repenser la cohérence pédagogique, d'expliciter le contrat pédagogique. Et aux étudiants d'apprendre et de produire, c'est-à-dire d'apprendre ce que c'est que l'IA, d'apprendre à l'utiliser pour apprendre, et bien sûr se conformer à la déontologie, aux règles d'intégrité académique en lien avec l'IA. Et comme tout ça évolue très vite en permanence, eh bien, développer une attitude de veille vis-à-vis de l'IA. J'ai vu qu'il y avait une question, je y réponds volontiers tout à l'heure. Un point qui me semble assez clé, c'est avant de penser l'IA dans les deux orthographes du terme, en termes d'instruction, rappeler qu'elle pose d'énormes problèmes en termes d'égalité des chances. L'IA renforce la fracture numérique, qui elle-même se nourrit de la fracture sociale et nourrit la fracture sociale. Il y a 3 origines possibles aux ruptures d'équité en matière d'IA. C'est l'accès économique. Si vous autorisez l'IA et que vous avez des étudiants et étudiantes qui utilisent des versions payantes et d'autres une version gratuite, vous les défavorisez de facto, simplement par un manque de contrôle. Vous avez une rupture d'équité dès lors que les étudiantes et étudiants n'ont pas été formés à l'IA dans leur cursus précédent, et donc s'ils savent, ils le tiennent souvent de leur milieu socio-professionnel, et vous savez bien que là, il y a des grandes différences. Et enfin, on n'y pense pas forcément, on crée des problèmes d'équité lorsque on ne communique pas suffisamment sur les règles. Parce que si vous ne communiquez rien, vous avez des étudiants qui vont se dire, puisque c'est pas interdit, je l'utilise, et des étudiants, plus souvent des étudiantes d'ailleurs, il y a des gros effets de genre sur les questions d'autocensure, qui vont se dire, ah, puisqu'on me l'a pas autorisé, je l'utilise pas. Et donc, vous avez encore une fois ici une rupture d'équité,
C'est fondamental d'avoir ça à l'esprit, puisque l'enseignement public a quand même encore pour rôle de corriger et de niveler les inégalités socio-économiques et socio-culturelles. Une fois qu'on a dit ça, qu'on l'a bien à l'esprit, on peut évoquer les enjeux pédagogiques. Il distingue 3 dimensions. Il s'agit, oui, vous aurez le PowerPoint. Il s'agit d'enseigner l'intelligence artificielle, il s'agit d'enseigner avec l'intelligence artificielle et il s'agit d'enseigner vers un monde d'IA. Évidemment, ça, c'est pas nouveau, hein. Il fallait déjà enseigner le numérique, enseigner avec le numérique, enseigner vers un monde numérique, mais les enjeux sont autrement plus sensibles. Donc, on a dans notre institution un cadre de référence de la compétence numérique. Il fonctionne pour l'IA, mais il est encore plus important qu'avant, lorsque nous avions seulement du numérique sans IA. Je vais rapidement passer ces 3 points. Enseigner l'IA, ça veut dire créer une culture de l'IA et sur l'IA, hein, une compréhension théorique et des enjeux sur ce que c'est que l'IA, les réseaux de neurones, le fonctionnement des chatbots, les types de biais, les problèmes éthiques, les impacts environnementaux. Mais c'est aussi créer une culture de l'IA sur l'utilisation et sur l'autonomie, c'est-à-dire sur les bonnes règles, les bons usages, les bonnes pratiques en termes de prompt engineering, en termes de responsabilisation lorsqu'on l'utilise, en termes d'autonomie, et puis de compréhension de l'impact de l'IA sur les démocraties et de manière générale sur les enjeux sociétaux au sens large. Ça, c'est enseigner l'IA. Je m'arrête pas longtemps là-dessus. Chaque filière, chaque école, institution doit prendre ça à bras-le-corps et former les étudiants, former les enseignants aussi, évidemment. Un truc de plus, hein, bien sûr, mais voilà, on n'a pas vraiment le choix. Le deuxième point, c'est celui qui nous concerne plus, hein, c'est enseigner avec l'IA. Alors, vous avez déjà eu des webinaires, je suis sûr que vous avez eu beaucoup d'interventions et lu des choses là-dessus, mais je vais rappeler qu'on peut utiliser l'IA comme enseignant, en tant qu'enseignant, enseignante, comme un outil d'enseignement. Les étudiants eux-mêmes peuvent l'utiliser comme un outil de l'apprentissage. Et puis, on peut aussi l'utiliser comme sparring partner, je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est l'un des rôles des chatbots. Et puis, on va voir pourquoi on peut l'utiliser aussi comme un challenger pédagogique. Comme outil d'enseignement, on peut générer des résumés, des contenus à analyser, des études de cas, des questions ouvertes, des QCM. Voilà un exemple, hein, il y a une fonctionnalité dans WooClap qui utilise l'intelligence artificielle. Vous pouvez créer à partir d'un simple thème, hein, ici, notion de transcendance, non, contingence, pardon, en philosophie. Vous envoyez ça, ça vous génère un QCM en quelques secondes sur la notion de contingence en philosophie ou n'importe quoi d'autre. Vous pouvez aussi lui donner un lien vers une vidéo YouTube, un PDF, n'importe quoi. Moi, je l'utilise beaucoup. Après un cours, je donne mon support de cours au chatbot, je lui fais générer un QCM et je passe ce QCM au début du cours suivant. C'est aussi très efficace si on veut faire de la pédagogie inversée. On donne un article à lire ou une vidéo à regarder aux étudiants et au début du cours suivant, on commence par un QCM pour remettre tout le monde à niveau. Donc voilà un exemple d'utilisation de l'IA comme outil d'enseignement. On peut générer, comme j'ai dit, hein, des études de cas et des exercices et même des contenus finalement de choses à lire. Les étudiants eux aussi peuvent l'utiliser pour générer des résumés, des explications, des idées originales, des questions de révision, des conseils d'organisation. Mes enfants, quand ils ont passé leur baccalauréat, ils ont beaucoup utilisé ChatGPT qui venait de sortir pour en lui demandant de leur poser des questions pour réviser. Quel type de questions pourrait me poser l'enseignant dans tel examen, sachant qu'on a travaillé sur ça, ça, ça. Et ça leur a vraiment servi de partenaire d'apprentissage. Et encore maintenant, j'aime bien regarder ce qu'ils font parce qu'ils ont 19-20 ans. Ils l'utilisent beaucoup pour des conseils d'organisation, pour trouver, ma fille qui est artiste de cirque, elle l'utilise pour trouver des idées de costumes, de maquillage, de coiffure. Et c'est assez intéressant de voir comment, en l'utilisant comme un partenaire de réflexion et un assistant pour certaines tâches ingrates, et non pas comme une source d'information, on peut aller très loin et finalement s'augmenter et augmenter ses propres capacités. Le sparring partner pédagogique, c'est la même chose Ah pardon, j'avais un exemple à vous donner. Alors ça, c'est une fiche de chimie. Il se trouve que la copine de mon fils a reçu ça et elle ne comprenait rien du tout. Alors, mon fils a pris le truc en photo, il a balancé dans ChatGPT, il n'a même pas pris la peine de le remettre droit. Il lui a dit, explique ce raisonnement, c'est de la chimie. Et le chatbot a expliqué la fiche. Et en tant que chimiste, j'ai pu vérifier que c'était correct.
Ils ont discuté autour de l'explication de ChatGPT et ils ont pu réussir à comprendre finalement ce que disait cette fiche qui avait été distribuée en cours. J'aime bien ce document. Je vous demande pas de le lire, mais peut-être juste regarder les titres. Après, vous pourrez regarder plus en détail. Ça montre que finalement, l'utilisation d'un chatbot, c'est pas juste j'utilise ou j'utilise pas. C'est pas juste je l'utilise pas ou je triche. En fait, ça montre qu'on peut faire beaucoup de choses très différentes selon l'état d'esprit dans lequel on se place. Euh, et ça va de la consommation passive à l'apprentissage expansif soutenu par l'IA, avec tout un tas d'étapes intermédiaires: consommation interactive, création de contenu, co-création de contenu, co-création participative de connaissances. Il y a un concept nouveau là qui est sorti en ce moment en Suisse. On parle de co-penser avec l'IA. Je préfère une idée d'intelligence augmentée ou de compétences augmentées, mais bon, pourquoi pas co-penser. Euh, Vous connaissez peut-être Suno qui permet de faire des chansons et il se trouve que nous, on a des étudiants qui l'utilisent, qui enregistrent le cours du prof, qui donnent ensuite à ChatGPT l'enregistrement du cours et le support de cours, lui demandent de créer les paroles d'une chanson, mettre ça ensuite dans Suno et écoute la chanson générée par Suno pour réviser le cours. Voilà, c'est un assez bon exemple d'outil d'aide à l'apprentissage. Et pour ma part, j'ai créé une vidéo un short qui a 12 000 vues sur ma chaîne YouTube, qui rappelle les identités remarquables en mathématiques. Je vous fais écouter quelques secondes. Lorsqu'on multiplie les carrés, les identités se révèlent en vérité. Le carré d'une somme, écoute bien. A plus B au carré, c'est malin. A carré plus de AB plus B carré. Oui, A carré plus de AB plus B carré. Voilà la clé, les maths qui dansent sous nos yeux. Les formules sont belles, c'est merveilleux. Et quand on fait la différence, à moins B au carré, on avance. A carré moins de AB plus B carré. Oui, A carré moins de AB plus B carré. À moins à la place du plus, on est si perd. Voilà, j'espère ne pas avoir oublié de partager le son et que vous avez bien entendu. Euh, donc voilà, ça c'est aussi des choses qu'on peut faire à tous les niveaux. Même en tant qu'enseignant, on peut créer une chanson pour ses étudiantes et étudiants. Je passe au sparring partner pédagogique. Là, on peut l'utiliser comme partenaire de réflexion. Alors, non plus en tant qu'étudiant, mais en tant qu'enseignant, enseignante, pour scénariser ses cours, planifier son année, générer des exemples, des évaluations, des barèmes. Et franchement, c'est extraordinaire quand vous savez juste plus trop comment évaluer à force de donner toujours les mêmes sujets, de chercher des nouveaux critères. Ou vous voulez les communiquer aux étudiants, mais vous savez pas très bien les décrire. Voilà. Le chatbot ne va pas vous faire votre travail à votre place. Il est moins bon que vous. C'est vous qui êtes enseignant, enseignante, mais il peut vous aider à défricher et souvent à aller un peu plus loin que vous n'auriez fait et d'ailleurs un peu plus loin, un peu plus vite que vous n'auriez fait seul. Un exemple que je trouve particulièrement intéressant, c'est le fait d'utiliser l'IA pour développer des démarches de conception universelle des apprentissages. Je vous donne ici un exemple. Voilà, si je donne à ChatGPT à cette question: je suis enseignante de mathématiques à l'Université Lyon 1, j'ai un étudiant TDAH et malvoyant, comment puis-je le prendre en charge au mieux, en général et dans mes cours en particulier? Voilà, je peux lui poser cette question. Et bien sûr, il va nous répondre avec 2 volets: principes généraux de la prise en charge, adaptation concrète en cours de mathématiques. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aller plus loin. On peut aller solliciter un GPT, c'est-à-dire un agent, qui il y en a beaucoup sur la démarche CUA, Conception universelle des apprentissages. En anglais, c'est Universal Design for Learning. Et je vais par exemple choisir celui-ci, là, le UDL Lesson Planner. C'est un agent qui est un peu, c'est le même type d'agent que ce que je vous ai montré tout à l'heure avec le diagnostic de fiabilité des outils d'IA. Il est en italien, mais c'est pas grave, le ChatGPT comprend toutes les langues. Je lui pose la même question. Et cette fois-ci, puisque c'est un agent qui a été fonctionnalisé et spécialisé, je vais avoir normalement, je vais avoir des réponses beaucoup plus précises. Quel est l'objectif? Voilà, je vais recommencer parce qu'il n'a absolument pas compris. Là,
il avait juste bugué. Et c'est un agent donc qui va commencer par me poser des questions pour avoir plus d'informations et ensuite qui va répondre de manière très très détaillée. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail des agents, mais je vais vous montrer qu'au-delà de juste la simple recherche type recherche Google, un chatbot peut être très très performant. Donc pour résumer, que ce soit les enseignants ou les étudiants, tout le monde peut l'utiliser soit comme assistant, soit comme partenaire de réflexion pour générer des supports ou pour réfléchir à sa pratique pédagogique, qui est les enseignants, et pour les étudiants, on va produire des contenus personnalisés ou comme coach pédagogique et métacognitif. Et un étudiant lui-même qui aurait des difficultés, des besoins éducatifs particuliers, pourrait aussi faire digérer certains contenus produits par les enseignants pour les simplifier. Par exemple, quelqu'un qui serait allophone, qui serait pas de langue maternelle, euh, qui est celle de l'enseignement, ou qui aurait des 10 particuliers, pourrait utiliser le chatbot. Alors, on en arrive à peut-être ce qui intéresse le plus, c'est la question de l'évaluation. Et c'est là que je parle de challenger, parce que finalement, ça nous pose beaucoup de questions. Sachant qu'en plus, l'IA ne sait pas détecter l'IA. Donc, il faut oublier les détecteurs d'IA. Sur 500 travaux d'étudiants rédigés avant l'apparition de ChatGPT, un détecteur d'IA, dans cette recherche, en a identifié 3 comme ayant été écrits intégralement par l'IA et 9 partiellement avec l'IA. Alors qu'évidemment, 0 avait été écrit avec l'IA. Donc, ça fait beaucoup de faux positifs. Il y a beaucoup de faux négatifs aussi. Et puis, de toute façon, il suffit de rajouter quelques fautes d'orthographe dans un texte généré par l'IA pour tromper un détecteur d'IA. Nous, dans notre institution, même si ça marchait, ces détecteurs d'IA, on ne les recommanderait pas. Et même, on recommanderait de ne pas les utiliser. Pour une raison très, très particulière, que vous allez comprendre assez vite, et qui tient simplement au fait que, je vous rappelle, nous sommes professionnalisants, mais je pense que pour les universités, c'est un peu pareil. Puisque nos étudiants vont vivre dans un monde d'IA, il n'y a pas trop d'intérêt à criminaliser l'utilisation de l'IA. Au contraire, leurs futurs employeurs leur demanderont de savoir l'utiliser. Donc, on a intérêt quand même peut-être à trouver des moyens d'enseigner et d'évaluer qui tiennent compte de cela. Ce qui ne veut pas dire les évaluer toujours en leur laissant l'accès à l'IA. Peut-être des fois où on dira, cette fois-ci, c'est papier-crayon, parce que ça, on veut vraiment que vous le sachiez. Mais d'une manière générale, essayer de détecter ceux qui ont utilisé l'IA en donnant l'impression que finalement, enfin, sur la base du principe que finalement, utiliser l'IA, ça voudrait dire tricher, ça nous plaît pas du tout. Et j'aime bien cette citation d'un prof de l'Université de Lausanne qui a dit peu après l'apparition de ChatGPT, si un élève peut utiliser ChatGPT pour satisfaire aux exigences de mes examens, ça signifie que je vais surtout solliciter sa capacité à être une machine plutôt qu'un être humain. Et donc, quelque part, ça nous renvoie à nous la responsabilité de faire des évaluations qui évaluent ce qui doit être évalué et pas des choses que finalement, peut-être n'ont plus d'intérêt. Dans Le Monde récemment, cet article très intéressant, dont j'ai mis la référence aussi dans la slide, la question n'est plus de savoir s'il faut s'opposer, mais comment on va vivre avec. Et un maître de conf qui est interviewé dans l'article dit quel sens ont encore les travaux écrits individuels réalisés à la maison, comme ce rite initiatique du mémoire universitaire. Voilà, je reviens à mon histoire de question de compréhension uniquement. Il y en avait une de Bénédicte Croutel. Pourriez-vous rappeler l'objectif du diagnostic de fiabilité et donner des contextes d'utilisation? Donc, c'est un outil qui nous permet d'évaluer différents critères de sécurité, d'impact environnemental sur des outils particuliers. Donc, je l'ai configuré moi-même pour qu'il puisse donner des réponses sur une 50aine d'outils classiques qui sont typiquement utilisés dans l'enseignement supérieur ou la recherche. Donc, c'est un outil qui peut être utile lorsque on vous dit, tiens, tu as essayé, je sais pas moi, DeepSeek, ou bien Mapify, ou bien Suno. Non, vous n'avez pas essayé, mais vous aimeriez bien savoir avant de quoi il s'agit. Est-ce que c'est un truc qui va déposer un cheval de Troie sur votre ordinateur, ou est-ce que c'est quelque chose de fiable, ou c'est hébergé avec, est-ce que ça tourne avec de l'électricité carbonée ou pas? Vous pouvez le demander à cet agent. Je Après, moi, j'avais repartage. peut-être Oui. une petite question aussi, mais pas forcément de compréhension, mais l'utilisation de Suno par les étudiants pour mettre en chanson du contenu finalement apporté par l'enseignant, est-ce que ça pose pas des questions aussi de droit d'auteur?
Si, bien sûr. Alors clairement, ils ne demandent pas aux enseignants s'ils peuvent mettre l'enregistrement audio du cours. Parce que là, voilà, droit d'auteur, on parle du PowerPoint. Mais en tout cas, ils peuvent le faire, hein. Et ils le font. Il faut le savoir. Enfin, parfois, ils le font. Et tant qu'on leur interdit pas, ben, ils vont le faire. Et d'où l'importance aussi d'éduquer à ça, hein, d'expliquer aux étudiants que s'ils mettent la voix d'un prof dans un chatbot, dans un outil d'IA, ben, quelque part, ils la donnent à une entreprise du numérique, potentiellement américaine, chinoise, etc. Donc oui, c'était purement descriptif. Je dis pas que c'est bien, hein, et puis qu'il faut le faire de manière imprudente, mais c'est ça, c'est aussi à ça que sert mon diagnostic. Euh, Finalement, si on le fait, bah, autant le faire avec Mistral qui est hébergé en France plutôt que sur un DeepSeek hébergé en Chine ou un Grok qui appartient à Elon Musk. Oui. Alors, l'évaluation, je vais vous proposer plusieurs manières de répondre aux problèmes que l'IA pose en matière d'évaluation. Première chose, c'est plus simple, hein, c'est venu à l'idée de tout le monde, c'est interdire l'ordinateur. C'est applicable en classe uniquement. On donne papier-crayon et on évalue comme ça. C'est pas impossible, hein. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas parce que la calculatrice existe qu'on n'enseigne plus le calcul mental et qu'on n'évalue plus le calcul mental à l'école primaire. Et quand on l'évalue, c'est évidemment sans la calculatrice. Bon, parce qu'on veut que les élèves ils sachent calculer. Bah, c'est pareil pour les informaticiens, et les informaticiennes, on veut qu'ils sachent coder. Donc, nos professeurs d'informatique utilisent bien sûr l'IA parce que un chatbot code extrêmement bien, mais il y a certaines choses qu'ils veulent que leurs étudiants sachent faire. Et donc, dans ces cas-là, ils les évaluent sans ordinateur. Là où il y a peut-être encore 2, 3 ans, ils autorisaient l'ordinateur, mais ils l'autorisent pas. Deuxième possibilité, rendre l'IA inapplicable. Ben, on fait un oral ou un proctoring. Proctoring, ce sont des techniques qui permettent de contrôler l'ordinateur. Et par exemple, d'éviter que l'ordinateur se connecte à ChatGPT, mais qu'il le fasse uniquement sur Copilot ou qu'il puisse se connecter à un seul type de site et donc pas des outils d'IA. Troisième possibilité, on complète l'évaluation écrite par une évaluation réflexive orale qui est systématique ou aléatoire. Autrement dit, j'ai des soupçons, donc je convoque l'étudiant et je lui demande de m'expliquer ce qu'il a écrit, et s'il n'en est pas capable, ben, ça baisse sa note. Ou bien, c'est systématique, il y a un écrit et un oral. Alors tout ça, c'est possible, c'est déjà employé, vous l'employez peut-être chez vous. Moi, j'aime pas trop, sauf dans certains cas où on n'a vraiment pas le choix, parce que ça reste coercitif. De nouveau, ça a tendance un peu à criminaliser l'utilisation de l'IA. Et je préfère toutes les approches qui vont en fait tenir compte de l'IA, qui est une donnée maintenant du monde actuel. Et je préfère les approches qui vont utiliser l'IA comme un outil qui va augmenter la capacité réflexive, critique, créative des étudiants, plutôt que de considérer que s'ils visent, c'est nécessairement parce qu'ils trichent ou que nécessairement ça va dégrader leur esprit critique, etc. Je suis absolument convaincu du contraire, à condition qu'on s'y prenne. Ensuite, bah, une possibilité, c'est d'augmenter le niveau de complexité taxonomique des évaluations. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans la taxonomie de Bloom, que vous connaissez sûrement, qui classe les objectifs d'apprentissage par niveau taxonomique, avec bah, les plus basiques en bas et les plus sophistiqués en haut, ce qui ne veut pas dire qu'on doit toujours rentrer par le bas pour finir par le haut, hein. C'est un des problèmes de la compréhension de la taxonomie de Bloom. Eh bien, nous avons une professeure qui enseigne la communication de crise. Alors avant ChatGPT, elle enseignait les principes, elle demandait aux étudiants de rédiger une communication de crise sur la base d'un cas fictif ou réel qu'elle leur donnait. Donc elle leur demandait d'appliquer des principes de communication de crise. Maintenant, avec ChatGPT, elle ne peut plus faire ça. ChatGPT le fait mieux qu'elle-même. Donc elle ne va pas demander aux étudiants d'appliquer bêtement des principes sur un cas fictif. Elle ne corrigera que du ChatGPT, à moins de faire le travail en classe ou à l'oral, enfin, comme je l'ai précisé tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle demande à l'IA de générer un ou plusieurs textes de communication de crise et elle demande aux étudiants d'évaluer ou de comparer ou de créer par-dessus, c'est-à-dire de partir de là et de se dire, bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'encore mieux? C'est dépasser le niveau du chatbot. Et là, je réponds déjà partiellement à la question de l'esprit critique qui a été posée dans le chat. Ben, on peut utiliser l'IA pour entraîner l'esprit critique. On a un professeur à l'Université de Lausanne qui, à la fin de chaque cours, pose une question à ChatGPT. Elle envoie la réponse de ChatGPT à tous les étudiants et elle leur demande de lui mettre une note à la réponse du chatbot. Les étudiants mettent une note, ils l'envoient sur un outil numérique et quand ils reviennent au cours suivant,
Le professeur montre la répartition des notes, donne sa propre note, qui en général est moins bonne que les notes qui ont été données par les étudiants, explique pourquoi sa note est moins bonne, et finalement permet de montrer plusieurs choses. D'abord que le chatbot n'est pas parfait, puisque ça lui permet de montrer les, les erreurs et les lacunes. En plus, c'est une approche pédagogique qui est extrêmement intéressante, puisqu'elle exerce l'esprit critique des étudiants, puisqu'elle les oblige, sur la base du cours qui a été donné, à aller analyser un texte généré par un chatbot, et elle leur permet d'évaluer jusqu'où ils peuvent utiliser un chatbot. Donc voilà où on se situe quand on est dans une perspective d'augmenter le niveau de complexité taxonomique des évaluations. Après, on peut proposer des évaluations nécessitant l'intégration d'éléments authentiques. C'est-à-dire qu'un travail de fin d'études qui serait purement théorique, il peut être fait par une IA. Chez nous, on a fait les essais. Un travail de bachelor qui vaut 15 crédits ECTS. On a une assistante d'une filière en travail social qui a rédigé un travail de bachelor avec ChatGPT en 6 heures, sans avoir écrit la moindre ligne. Mais même les remerciements ont été écrits par le chatbot. 6 heures pour 15 crédits ECTS, c'est pas mal, mais parce que ce sont des questions qui sont théoriques. Donc évidemment, c'est facile pour un chatbot. Par contre, si on commence à lui demander d'intégrer des éléments authentiques, c'est-à-dire des cas réels, ou si on demande aux étudiants d'intégrer leur propre expérience en stage ou dans leur vie courante ou dans leur réflexion personnelle, etc., là, ça va quand même être un petit peu plus difficile pour l'IA d'inventer des choses. Puis si elle le fait et que l'étudiant le reprend, bah, il aura triché. Et puis quelque part, ce ne sera pas forcément difficile d'aller vérifier que ces éléments soi-disant authentiques ne le sont pas. Je vais très vite, parce qu'il faudrait passer plus de temps sur chaque élément, donner des exemples, mais j'essaye de vous montrer un peu l'état d'esprit général. On peut aussi démultiplier le nombre d'étapes et le nombre de consignes. Dans le support PowerPoint, vous verrez, il y a un exemple d'une question d'examen qui, je vous la montre comme ça, mais très vite parce qu'elle fait peur. Bah oui, elle fait peur parce qu'elle est longue et parce qu'il y a en fait plusieurs consignes. Et c'est un sujet d'examen que je donne dans un master de muséologie et histoire de l'art à l'université de Neuchâtel, où j'enseigne. Quand je donne un sujet comme celui-là, je dis aux étudiants, je vous conseille d'utiliser l'IA parce que sinon, ça va être difficile. Donc, on est vraiment dans une approche où je leur demande de monter le niveau de complexité taxonomique. Ils doivent intégrer des éléments authentiques. J'ai démultiplié le nombre d'étapes et de consignes. Et puis ensuite, dans les critères d'évaluation, parce que quand on donne une évaluation, il faut toujours dire sur quoi on va évaluer, évidemment. Eh bien, j'insiste sur les valeurs d'originalité, d'esprit critique, d'apprentissage, et je leur demande de documenter leur progression et leur démarche. Je leur demande de m'expliquer comment ils ont travaillé avec l'IA, quelles limites ils ont trouvées dans l'échange. Et puis, s'ils le souhaitent, et je me leur conseille, ils peuvent me communiquer les liens de leur discussion. Et finalement, de proche en proche, on se retrouve dans une sorte d'évaluation par compétence. Parce que dans ma question d'examen, en fait, je les mets dans une position de consultant et de consultante, telle qu'ils pourraient la vivre plus tard lorsqu'ils travailleront pour un musée. Et donc, j'évalue, même à l'écrit, j'évalue des compétences. Ça me permet de faire le lien avec ce tableau qu'on trouve dans le document dont je vous ai parlé tout à l'heure, et qui, ne regardez pas tout le texte, il y en a trop, mais juste les titres, qui distingue les options en 3 catégories. En fait, vous pouvez faire évoluer votre évaluation de 3 manières. Soit vous évaluez sans l'IA, à ce moment-là, il y a des possibilités, écriture manuscrite. Soit vous adaptez vos évaluations pour minimiser l'influence de l'IA. Donc voilà, on s'accommode et puis on modifie un peu. Typiquement, on demande un travail de fin d'études, mais on abandonne les travaux théoriques. Alors, on demande d'intégrer des éléments authentiques, on rajoute quelques consignes, on dit élaborer une vision théorique, puis déclinez-la en une stratégie, en une grille d'analyse, appliquez-la à un cas, une entreprise, un musée, etc., de votre choix, et puis formuler des recommandations. Voilà. Là, on va y arriver. Et puis, finalement, il y a cette 3e catégorie qui est peut-être la plus intéressante, qui consiste à inventer de nouvelles activités qui évaluent en tenant compte de l'IA, dans des contextes concrets d'apprentissage, centrés sur des processus ou des démarches, qui
qui sont l'aboutissement d'une évaluation formative avec des rétroactions qui permettent aux étudiants, seuls ou en groupe, de documenter leur processus d'apprentissage et on va évaluer ça. On peut leur demander des interactions réelles avec des personnes concernées, on peut leur demander de développer des habiletés métacognitives et les évaluer. Et ça, c'est tout ce qu'on fait toujours dans l'approche par compétence. Et je tiens à dire, il n'y a pas une dichotomie entre approche par compétence et autre approche. On peut être à un certain degré dans l'approche par compétence. On peut y être à 10%, à 50%, à 90%, à 100%. On peut choisir. Et donc, c'est intéressant d'aller chercher des idées dans l'approche par compétence parce que de temps en temps, elles vont être utiles. Et donc, se pose de cette question, comment évaluer? On va arriver, mais on reviendra sur l'évaluation tout à l'heure, on va arriver à enseigner vers un monde d'IA. Hein. Ce que vous avez vu, c'était le troisième type d'enjeu pédagogique. Et là, j'ai besoin de cette idée de cohérence pédagogique que j'ai évoquée tout à l'heure. En fait, la cohérence pédagogique dit quelque chose d'une évidence telle qu'on ne devrait même pas être obligé de le rappeler. C'est que les évaluations, les méthodes d'évaluation, elles doivent être cohérentes avec les apprentissages visés. En fait, quand au début du cours, vous déclarez vos objectifs d'apprentissage aux étudiants, quand vous le faites au début du semestre, puis au début de chaque cours, vous leur dites aujourd'hui, vous allez apprendre ça, 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 et que vous le rappelez à la fin du cours. Bah, forcément, c'est une manière de leur dire, c'est là-dessus que vous allez être évalué. Donc forcément, l'évaluation, elle doit porter sur les apprentissages visés. D'ailleurs, quand on évalue quelque chose, en général, c'est parce qu'on estime que c'est important. Donc forcément, ça doit faire partie des objectifs d'apprentissage déclarés dans le module, dans le cours ou à chaque séance. Et évidemment, les méthodes pédagogiques aussi, elles doivent être cohérentes avec les apprentissages visés et avec les méthodes d'évaluation. Donc, comme l'intelligence artificielle a un impact sur ces trois pôles, évidemment, ça déstabilise tout l'ensemble et on est obligé de penser tout en même temps. Et c'est en même temps extrêmement précieux et efficace parce que lorsqu'un enseignant ou une enseignante vient me voir en disant « je ne peux plus évaluer de telle ou telle façon », bah, ma réaction, c'est toujours la même. C'est de dire « ok, à cause de l'IA, vous êtes un peu bousculé. Mais en fait, qu'est-ce que vous voulez que vos étudiants apprennent ?» On revient toujours aux qu'est-ce qu'ils doivent apprendre? Qu'est-ce qu'il est important qu'ils apprennent? Et on revient à ça. Et à partir de là, on peut revenir à comment on va les évaluer. Parce que qu'est-ce qui est important qu'ils apprennent? Ça doit tenir compte du fait que l'IA est un outil dans leurs mains et que l'IA est une donnée de leur futur. Et donc, en tenant compte, on peut réinventer des méthodes d'évaluation. Et c'est pas si compliqué que ça. Donc, comment évaluer suppose de se demander comment donner son cours. Hein, c'est la méthode d'évaluation qui doit être cohérente avec les méthodes pédagogiques. Mais donner son cours, c'est pas enseigner. Enseigner, c'est faire apprendre les étudiants. C'est ça la vraie définition de l'enseignement. C'est ça notre métier. C'est pas de donner notre cours, c'est de faire apprendre les étudiants. Et pour me demander comment faire apprendre les étudiants, je suis obligé de me demander ce qu'ils doivent apprendre. Que doivent apprendre les étudiants. Et ça, c'est vraiment une question absolument fondamentale pour comprendre comment enseigner vers un monde d'intelligence artificielle. Alors, qu'est-ce qu'ils doivent apprendre? Probablement des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être traditionnels, les mêmes qu'avant. Hein. Ils étaient pas mal, sûrement, mais peut-être pas tous. Peut-être changer 2-3 choses, et changer l'importance qu'on leur donne. Bien sûr, il leur faut des capacités numériques, dont la maîtrise de l'IA, des capacités spécifiques, les contrôles de l'IA et de vie dans un monde d'IA, donc des capacités qui ne sont pas forcément numériques elles-mêmes. L'esprit critique, c'est typiquement une de ces capacités spécifiques dont ils vont avoir besoin. Et puis, très intéressant, ce qu'on appelle les capacités distinctives. C'est celles dont l'IA ne dispose pas. Alors, je reprends la taxonomie de Bloom, et puis les collègues de l'Université d'Oregon ont montré en fait que l'IA générative, sur chacun des niveaux taxonomiques de Bloom, elle sait faire des choses. Mais il y a des choses qu'elle ne sait pas faire, et c'est ce qu'on appelle les compétences humaines distinctives. Tout ce que l'humain sait faire, mais que l'IA ne sait pas faire. Ça, si on les identifie, on a intérêt à les développer chez les étudiants. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'on parle d'originalité, de réflexion métacognitive, de pensée critique, de créativité, imagination, contextualisation, etc. Voilà. Alors, évidemment, ça évolue très vite. On espère juste que ce qui restera aux humains, c'est pas ce qui est représenté dans cette image, mais disons que ça nous donne quand même déjà quelques pistes. Et vous voyez que finalement, ce qu'ils doivent apprendre, ces quatre types de choses ne sont pas si extraordinaires. Alors, quand on va travailler sur l'évaluation de travaux écrits, eh bien, moi je pense qu'on peut avoir de
de nouvelles exigences à l'ère de l'IA, insister sur la problématisation, sur l'authenticité, c'est-à-dire l'intégration d'éléments authentiques, sur des capacités de créativité et d'originalité. Bah oui, essayez de faire un petit peu mieux que le chatbot, parce que finalement, c'est la nouvelle base, hein. Si vous faites moins bien, quelque part, c'est mauvais signe. Mais en même temps, si vous faites quelque chose qui est du même niveau qu'un chatbot, bah, ça vaut pas forcément la moyenne en réalité, parce que vous avez très bien pu le faire sans lui. Donc, on est obligé d'avoir quelques exigences, et c'est pas forcément une bonne nouvelle pour les étudiants. On peut avoir des exigences de. Alors oui, on a effectivement annoncé qu'on allait partager les slides, parce que ça va très vite, ça, j'ai bien conscience. On a des exigences, on peut avoir des exigences d'opérationnalisation. OK, faites cette réflexion théorique, mais faites-en un poster, faites-en une recommandation, une grille d'analyse, créez un prototype, pourquoi pas même une campagne de marketing, ça dépend où on se trouve, en quelle discipline. On peut évaluer leur capacité à collaborer avec l'IA, à contrôler l'IA. Et pour ça, on peut leur demander de le faire. On peut leur demander d'analyser les forces et faiblesses et la pertinence des solutions ou des idées fournies par l'IA. Et enfin, on peut leur demander de documenter leur processus de rédaction, de créer, pourquoi pas même d'entretenir un petit journal de bord en parallèle de la rédaction de leur travail de fin d'études, et puis noter ça, évaluer ça. Et bien sûr, en définissant les règles. Comme je l'ai dit, il y a plusieurs manières d'utiliser l'IA, soit pas du tout, soit complètement, soit pour seulement pour certaines choses. Et c'est à vous de dire où se situe la limite. Est-ce que c'est là entre 1 et 2? Est-ce que c'est là entre 3 et 4? Ben, c'est vous qui décidez. Et ça dépend. Ça peut dépendre d'une discipline à l'autre. Et même dans une même discipline, dans un même cours, ça peut dépendre d'un examen à l'autre. Tout dépend de nos objectifs d'apprentissage. Si on veut tester leur capacité à utiliser l'IA, bah, évidemment, on va autoriser plus l'utilisation de l'IA que si on veut tester leur capacité à générer une réponse à un problème sans l'IA du tout. Voilà. Alors, j'ai vu qu'il y avait des petites questions, mais on arrive tout près de la fin. Je voudrais juste vous lancer vers l'approche par compétences, puis après, on prend la discussion entière. L'approche par compétences, c'est tout simple, hein, mais ça suppose quand même deux révolutions coperniciennes. La plupart des enseignants chez nous, quand ils sont recrutés, bah, ils sont recrutés parce que ce sont des bons professionnels. Et eux, ils ne savent pas enseigner. Ils sont dans une logique d'enseignement. Ils pensent qu'ils doivent transmettre leur contenu. Ils ont des objectifs d'enseignement, pas des objectifs d'apprentissage. Ils se disent, voilà, moi, je dois enseigner ça. Les profs de maths disent, je dois enseigner les équations différentielles. Donc, la première révolution copernicienne, le premier changement de paradigme vers lesquels on les amène, c'est de se dire, non, non, ce que vous devez enseigner, c'est ce que les étudiants doivent apprendre. C'est pas ce que vous aimez ou vous avez appris ou autre. Si vous enseignez les équations différentielles, c'est parce que vous avez des étudiants en ingénierie et vous devez parler avec les profs de physique, de mécanique et autres pour savoir de quelles équations différentielles ils ont besoin. Donc, par les objectifs. Mais ça reste encore un peu morcelé. Nous, on veut quelque chose d'intégratif. Et donc, deuxième révolution copernicienne, on va leur demander de penser en termes de compétences qui intègrent les savoirs. Une définition de la compétence, c'est la capacité à mettre en œuvre de manière appropriée certains acquis spécifiques dans un contexte professionnel donné. Et vous voyez que j'ai mis des mots en couleur parce qu'en fait, on utilise chez nous une définition un peu plus complexe, un peu plus jargonnante aussi, j'en conviens, mais qui dit exactement la même chose. La notion de compétence, c'est quoi? C'est un savoir agir complexe en situation. Pas forcément professionnel, mais chez nous, évidemment, c'est important. Ce savoir agir complexe, il est fondé sur la capacité des individus à mobiliser et à combiner efficacement des ressources internes et externes. Ces ressources, ce sont des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être, des capacités transversales, et puis des outils, des réseaux, des documents, etc. Et ce, toujours à l'intérieur d'une famille de situations qui sont similaires. C'est ça la compétence. À l'ère de l'IA, c'est facile, hein, le savoir agir complexe en situation, c'est en situation à l'ère de l'IA. Il y a de l'IA dans la situation. Et puis l'IA, elle intervient à un autre endroit, elle intervient aussi dans les ressources externes. C'est un outil. Donc c'est une donnée du futur professionnel des étudiants, des futurs diplômés, et c'est un outil qui est à leur service. Quand on a représenté ça en couleur, eh bien on peut les visualiser en 3D.
Finalement, la compétence, c'est quelque chose qui se développe dans un espace à 3 dimensions, qui suppose que, bien sûr, on accroît la complexité des ressources mobilisées, mais on accroît aussi sa capacité à les combiner, et on accroît surtout la complexité des situations professionnelles, des situations dans lesquelles on les exerce. Alors, c'est pas des cubes, hein, c'est plutôt des formes un peu indéfinies, mais finalement, développer sa compétence, ça ne peut se faire que dans les 3 dimensions en même temps. Si vous la développez que dans une ou que dans deux, la compétence, elle garde un volume qui est 0. Ça permet de définir des niveaux de développement de la compétence, et les gens qui font des langues le savent bien, ils définissent les niveaux A1, A2, B1, B2, C1, C2, etc. Alors, cette représentation, elle me permet de dire des choses intéressantes, je crois, sur l'intelligence artificielle. Si ce cube bleu, c'est la performance humaine sur une compétence donnée, eh bien, on peut définir la performance de l'IA. La performance de l'IA, je crois qu'elle est beaucoup plus vaste sur la base, parce que l'IA a beaucoup plus de ressources, elle a tout le web, et elle peut très bien le combiner, hein. Rappelez-vous de Notebook LM, il peut combiner 50 livres, si vous chargez 50 PDF, il va les combiner. Donc, de toute façon, là, on peut pas être en compétition. Par contre, là où on peut être meilleur, c'est en termes de complexité des situations. Là, on peut être bien meilleur. Et attention, l'IA, je dis performance de l'IA, mais l'IA, elle n'est pas toute seule. L'IA, elle est opérée par un individu. Il y a toujours quelqu'un là derrière. Et ça va avoir une importance tout à l'heure. En l'occurrence, ici, quand on évalue un étudiant, l'IA, elle est opérée par l'étudiant lui-même. Et vous allez comprendre que tant qu'on n'est pas dans une approche par compétence, ça va être difficile d'évaluer les étudiants. Parce que si j'évalue les connaissances, c'est-à-dire les ressources internes, je suis là et je ne sais pas ce que j'évalue. Je ne sais pas si j'évalue les connaissances de l'étudiant ou si j'évalue la capacité de l'étudiant à faire générer des connaissances par un chatbot. Si je lui demande de les mobiliser, de les combiner, mais dans un cas qui est complètement hors sol, qui est complètement abstrait, c'est la même chose. La seule manière d'être sûr que j'évalue vraiment l'étudiant, c'est de créer une situation originale, pas forcément authentique. On n'est pas toujours capable de sortir avec tout son amphi dans la vraie vie, mais au moins créer une situation qui correspond à quelque chose de la vraie vie. Et là, je vais pouvoir commencer à évaluer l'étudiant vraiment. Et puis tant qu'à faire, autant l'évaluer dans toute la compétence. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, c'est pas l'humain contre l'IA. La liaison, la relation entre l'humain et l'IA, c'est une relation qui s'effectue à plusieurs degrés. Vous avez d'un côté l'humain qui n'utilise pas l'IA et de l'autre côté l'humain qui est remplacé par l'IA, mais au milieu, vous avez tout un tas d'éléments intermédiaires, avec au milieu la collaboration humain-IA, la copensée dont je pensais tout à l'heure. Pareil pour l'IA. Ici, l'IA est inutile pour l'humain, ici, l'IA n'a plus besoin de l'humain. Et ce qui est important, c'est de comprendre que les humains dont je parle, ce ne sont pas les mêmes à droite et à gauche. En fait, la vraie comparaison à réaliser, c'est entre le professionnel augmenté ou la professionnelle augmentée qui est à gauche. Ça, ce sont des professionnels qui sont augmentés par l'IA. Et à droite, ce sont des opérateurs d'IA. Et des opérateurs d'IA, ça coûte beaucoup moins cher que des professionnels augmentés par l'IA. Donc, si on forme des professionnels et que on les augmente pas suffisamment ou qu'on les forme pas suffisamment bien dans leur relation avec l'IA ou même sans l'IA, ils vont simplement pas trouver de travail parce que le travail, il sera donné à des gens qui coûtent moins cher, qui sont pas professionnels, mais qui sont des bons opérateurs d'IA et qui en plus sont probablement des bullshit jobs. Donc en fait, à gauche, c'est des professionnels, à droite, ce sont des opérateurs. Et le vrai enjeu, il est là. Si on forme des humains qui sont représentés, dont la performance est représentée par le parallélépipède bleu, qui est noyé dans le rouge, ces gens-là n'auront pas de travail. Parce que le travail sera donné à d'autres personnes qui coûtent moins cher, parce qu'ils n'auront pas fait l'université, mais qui savent utiliser l'intelligence artificielle. Si on veut que nos étudiants aient du travail, il faut qu'on les sorte de ça. Et la seule solution, c'est vers le haut. Et tant qu'à faire, de même que l'IA est opérée par l'humain, l'humain peut être augmenté par l'IA et on peut même espérer que l'humain, ça ne soit pas un cube bleu, mais ça soit ce parallélépipède violet. Voilà. Et donc, nous avons besoin de cultiver des capacités distinctives des étudiants, la maîtrise de l'IA et tout ce que je vous ai montré dans une approche, si possible, par compétence pour former des professionnels et des citoyens aussi augmentés, efficients, productifs et épanouis, et pas des opérateurs d'IA démobilisés et déclassés, voire des chômeurs dont le travail aura été pris par des opérateurs d'IA. Nous en arrivons à la discussion.
peu près dans les temps et je vais départager et répondre à vos éventuelles questions ou vous écouter et vos réactions. Alors, il y avait deux questions là sur le chat qui viennent sur des choses qui ont été abordées, je pense, en première partie. Donc, une première par rapport à est-ce que les étudiants doivent avoir appris l'utilisation de l'IA auparavant? Alors, par rapport à des exigences, donc je ne sais pas exactement sur quelles exigences, j'imagine autour qui réfère. Et une autre question aussi qui fait écho à ce qui a été présenté à un moment autour de la fracture numérique de certains Oui, étudiants, donc qui se rejoignent. oui, deux points que j'ai abordés, hein, mais assez rapidement. Donc oui, en effet, on n'a pas vraiment le choix. Si on veut éviter la fracture numérique, on doit les former. Et surtout, tant qu'ils n'ont pas été formés précédemment, dans les niveaux scolaires précédents. Mais l'école se pose les mêmes questions, hein, de toute façon, bien évidemment, comme elle se les posait déjà sur le numérique. Le problème, c'est que les enseignants eux-mêmes ne sont pas formés sur l'IA. C'est arrivé tellement vite que de là à ce qu'ils puissent l'intégrer dans leurs enseignements, voilà. Et chez nous, moi, je suis submergé de demandes d'intervention parce que nous avons peu de gens qui peuvent donner des formations ou qui estiment pouvoir donner des formations à l'IA. Donc, on est à un moment extrêmement compliqué où il faut former les formateurs pour que les étudiants eux-mêmes puissent ensuite être formés. Dans notre institution, on le fait un peu en ordre dispersé. Il y a des filières qui arrivent à faire venir des intervenants. Moi-même, je suis en train de créer une, une formation en ligne pour pas être obligé de faire moi-même à chaque fois toutes les formations pour les étudiants, parce qu'en plus, ils ont la mauvaise habitude de changer tous les ans, les étudiants, pour commencer chaque année. Donc oui, on a besoin de leur apprendre l'utilisation de l'IA, mais je suis pas sûr qu'il faille créer nécessairement des cours d'IA ou des formations d'IA en plus, parce que ça veut dire générer des ECTS supplémentaires, etc. Je pense que si chaque enseignant essaye un petit peu de se former et d'intégrer à sa façon, dans sa propre discipline, de l'IA et en profite pour attirer l'attention sur un certain nombre d'éléments comme les problèmes de sécurité, les problèmes de fiabilité, enfin tout ce que j'ai montré dans les arbres des choix, progressivement, on va arriver à une culture d'IA qui est un petit peu partagée. Et sur la question d'équité, en termes d'accessibilité, je pense que ça va probablement se résoudre assez facilement, au sens où ces chatbots sont finalement maintenant tellement bons que il va falloir faudrait se retrouver dans des situations, des cas d'examen très très particuliers, très très difficiles, pour que ça fasse une énorme différence entre le fait d'avoir une version payante et une version gratuite. En fait, un étudiant qui sait bien utiliser l'IA aura de meilleurs résultats avec une version gratuite qu'un étudiant qui ne sait pas l'utiliser et qui a la version payante. Et donc, de nouveau, ça plaide pour expliquer, enseigner aux élèves, aux étudiants comment l'utiliser. Avez-vous d'autres questions ou réactions? Marc Buffat. Oui, bonjour. Je vous remercie pour cette présentation. Donc moi, je suis enseignant à l'Université Lyon 1 dans le domaine scientifique. Et la question que je me pose, c'est que, effectivement, je dirais l'utilisation de l'IA pour résoudre des problèmes plus complexes, c'est intéressant. Et moi, ce que je dis à mes étudiants, c'est que, effectivement, le but, c'est pas de résoudre des problèmes plus complexes, c'est d'être capable de savoir si la solution que l'on propose est une solution qui est valide ou pas. Et de mon point de vue, ça nécessite que les étudiants aient acquis un certain nombre de bases. Et si on dit que l'IA va remplacer la connaissance de base, je ne sais pas si les étudiants auront acquis en fait cette capacité à dire bah oui, la réponse qui m'est fournie par des outils complexes, est-ce qu'elle est valable ou pas? Et qu'est-ce que vous pensez en fait justement de l'apprentissage de points théoriques? Je pense en particulier, moi je suis dans le domaine de la mécanique, la partie modélisation, et donc effectivement il faut que mes étudiants connaissent des bases d'analyse d'équations différentielles ordinaires, et ça effectivement ChatGPT peut résoudre une équation différentielle de base, il peut donner tout de suite la solution aux étudiants. Mais je pense que si les étudiants n'ont pas acquis par eux-mêmes le fait d'aller chercher ces solutions élémentaires, je ne suis pas sûr qu'ils soient capables de traiter des problèmes plus complexes.
Ouais. C'est une immense question et très, très compliquée. Et c'est vrai que ça nous met dans des situations difficiles, hein, nous qui enseignons. Je suis compatis avec vous, hein, parce qu'on souffre finalement de tout ça, parce qu'on se pose beaucoup de questions, puis on se sent responsable quand même de ce qu'on leur enseigne. Alors, je dirais, à nouveau, je trouve intéressant de se demander de quoi ils vont avoir besoin. En fait, c'est génial, cette histoire d'IA, parce que ça nous oblige à nous poser des questions sur des trucs qui étaient des évidences. En fait, pourquoi est-ce que vous leur enseignez les équations différentielles? Si vous le faites, c'est qu'il y a une bonne raison. Une fois que vous l'aurez bien identifié, vous allez pouvoir vous demander quel type de compréhension et d'aptitude ils ont besoin. Peut-être que, en fait, ce qu'il faut, c'est pas qu'ils sachent les résoudre ou qu'ils sachent en résoudre toute une variété. C'est qu'ils aient compris ce que c'est et qu'ils sachent comment faire le jour où ils en ont une à résoudre et qu'ils sachent comment faire pour s'assurer, s'ils utilisent une IA, qu'ils vont pouvoir vérifier le résultat. Et donc, si vous leur enseignez les équations différentielles et que vous estimez qu'il est important qu'ils sachent vérifier la production de l'IA, alors il faut leur expliquer. Et leur expliquer pourquoi, à cause de ça, vous allez leur faire un examen sur table, sur papier. Mais si vous ne l'expliquez pas, ils vont se rebeller. Ils vont dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc, on a besoin de faire beaucoup plus preuve de pédagogie et d'explication des objectifs d'apprentissage. En disant, moi, vous êtes peut-être là pour résoudre vos examens, mais moi, je suis là pour vous former pour votre vie professionnelle future. Je suis pas là pour vous partager mes passions sur les équations différentielles, mais je suis là pour que plus tard, dans votre métier, vous soyez des bons professionnels. Et donc, parce que c'est mon domaine d'expertise, je pense que vous devez savoir résoudre telle et telle chose. Vous devez savoir vérifier telle ou telle chose. Et donc, je vais vous faire des examens sur table. Ou bien, je vais vous donner des résolutions d'équations différentielles produites par l'IA, mais dans lesquelles il y a des erreurs. Et l'examen, ça sera trouver l'erreur. En fait, vous allez les entraîner à ce que vous pensez qui sera important pour eux, c'est-à-dire vérifier les réponses de l'IA. Oui, mais si on continue sur cette discussion, moi, j'ai exactement le même problème sur le calcul mental. Hein, je pense que les étudiants ont de moins en moins l'habitude de faire du calcul mental. On leur fait utiliser des logiciels extrêmement sophistiqués de modélisation et de simulation. Et moi, il me semble quand même important qu'ils sachent pas faire, effectivement, résoudre des équations différentielles ordinaires très sophistiquées, mais qu'ils aient au moins une idée du type de comportement des solutions, que quand ils ont des résultats, ils aient une idée à peu près du type de résultat sans se fier complètement je dirais, un calcul qui sort d'un outil numérique et qu'ils aient ce recul. Je pense que le problème, c'est que nous, enfin, je suppose que comme moi, vous avez subi une éducation classique dans laquelle on a appris un certain nombre de choses. Et donc là, on a le recul vis-à-vis des outils qui arrivent. Est-ce que ce type de recul, on peut le donner aux étudiants sans qu'il y ait justement cette partie je dirais, plus ou moins analytique, ou dans lequel on fait des choses à la main, alors que l'IA peut très bien les faire à notre place, mais je ne sais pas s'il y a un apprentissage, si c'est l'IA qui le fait à la place de l'étudiant. Oui. Alors, il y a quelqu'un qui dit dans le chat, avec l'arrivée de la calculette, on a perdu des compétences de calcul mental. C'est vrai, on calcule moins bien que nos grands-parents. Enfin, moi-même, je pense que je calcule moins bien que mes grands-parents sur les opérations de base, mais on a appris des choses plus complexes. Puis c'est ça la réflexion. Mais la réflexion que vous avez, je pense que c'est vraiment celle qu'il faut avoir. En fait, vous êtes en train de répondre à votre propre question parce que vous êtes en train de décortiquer les aptitudes, pour pas dire les compétences, dont les étudiants vont avoir besoin. Et vous, parce que vous êtes expert de votre domaine et expert de l'enseignement, vous êtes en mesure de définir ce qu'il faut que les étudiants apprennent. Et une fois que vous avez compris ça, vous allez vous dire, bon, maintenant, il faut que je sache comment je vais leur enseigner et comment je vais l'évaluer. Peut-être qu'il y a des choses qu'on va laisser tomber, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, hein, on va enseigner les mêmes choses qu'avant, mais peut-être certaines un peu moins. Et puis d'autres, on va quand même insister dessus. Celles qu'on va laisser tomber, tant pis, parce qu'on sait qu'ils pourront le faire, qu'ils pourront utiliser l'IA pour le faire, et on les abandonnera seulement si on pense qu'ils n'en auront pas vraiment besoin. Et la calculatrice, c'est un bon exemple. On fait toujours du calcul mental, on en fait moins
on en fait toujours parce qu'au restaurant ou dans un magasin, il faut savoir rendre sa monnaie, tant qu'il y a de la monnaie. Euh, et, euh, et par contre, on a pris plus de temps pour refaire des règles de 3, résoudre des problèmes, etc. Alors après, il y a une autre, ça c'est une autre possibilité. Si vous montez dans les niveaux taxonomiques, ça ne dispense pas les étudiants d'apprendre les connaissances. Parce que quand le problème il est plus complexe, l'étudiant, il a quand même besoin de savoir quel type d'outil il doit maîtriser et il doit savoir ce qu'il doit demander au chatbot. Il y a des gens qui disent ah oui, pas besoin d'apprendre ça, c'est sur Internet. Bah ok, mais si vous savez pas que c'est sur Internet et si vous ne savez pas où le trouver, bah ça va rien ça va rien vous apporter que ce soit sur Internet. Juste une anecdote, j'ai discuté avec des professeurs de sciences, puis on avait exactement cette discussion, puis à un moment, un professeur a dit, bah, c'est vrai que moi, j'ai appris à faire des dérivés, j'ai dérivé toutes les fonctions de la création, et en fait, en 25 ans de carrière dans l'industrie, j'ai jamais dû dériver une fonction. Et il disait, bah, du coup, je me demande s'il faut continuer à enseigner les dérivés. Et là, quelqu'un a dit, très justement, il dit, bah, bien sûr qu'il faut enseigner les dérivés, parce que la notion de dérivé pour un ingénieur, c'est clé. Donc, il faut avoir dérivé quelquefois. Et peut-être pas toutes les fonctions de tout bestiaire mathématique. Donc, en ayant cette réflexion sur qu'est-ce que mes étudiants doivent savoir faire, doivent apprendre, etc., vous allez, je pense, trouver dans votre discipline, et ça, c'est vrai pour la mécanique, c'est vrai pour n'importe quelle autre, ce qu'il faut enseigner, comment l'enseigner, et puis comment l'évaluer. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire, hein. Bien conscience. Violaine, elle veut la main. Oui, bonjour, moi je suis enseignante en biologie et en fait, je comprends bien sur, on peut se demander ce qu'on doit enseigner pour la situation professionnelle de nos étudiants et ça, c'est quand même vraiment cette question, elle est plus facile quand on est dans des filières professionnalisantes. Donc un Mm. médecin, on sait qu'il doit pouvoir opérer ou soigner ou décider quel médicament interagir avec son patient, etc. Mais quand même, nous, à l'université, on a des étudiants qui vont avoir des professions extrêmement différentes parce qu'on n'est pas dans une formation tellement professionnalisante et les étudiants, bah, on ne sait pas, ils doivent savoir des choses qu'ils vont pouvoir appliquer et c'est plus compliqué de vraiment savoir ou de les mettre en situation d'authenticité parce qu'il n'y a pas un métier derrière. Oui, mais je pense qu'on peut se poser quand même la question de la même façon. C'est-à-dire, vous savez pas dans quel métier exactement ils vont aller. Et nous non plus, hein, d'ailleurs. Ils sont quand même pas formatés pour un métier unique, sinon c'est sûr que avant la retraite, ils sont au chômage. Donc on les forme aussi à être un peu flexibles. Et puis, si on fait de la biologie, c'est quand même pas pour faire n'importe quoi. Et puis si quelqu'un ensuite va faire de la finance, ben, ma foi, ce sera sa responsabilité de se former en finance, c'est pas la vôtre. Euh, mais peut-être ce qui change avec l'université, c'est qu'on va plus donner des outils de pensée, des outils intellectuels, même si on en donne aussi, bien sûr, nous, dans nos filières professionnalisantes. Mais à la fin, ça va être la même chose. En fait, de quoi est-ce que vos étudiants futurs diplômés en biologie vont avoir besoin dans leur vie future pour avoir une vie professionnelle épanouie et utile à la société, qui leur permettent de s'adapter au fur et à mesure? Voilà, bah, par exemple, rien qu'en posant la question, on va déjà trouver des réponses. Capacité à s'adapter à des situations nouvelles, parce que là, on voit qu'avec l'IA, tout change tout le temps. Donc, la capacité à apprendre tout au long de la vie. Euh, de nouveau, on va se retrouver dans l'approche par compétences parce que des connaissances pures, ça nous enferme quelque part. Si on sait quoi en faire et si on sait être flexible, se retourner, pivoter, donc on va peut-être plus les mettre dans des situations dans lesquelles on leur demande moins de régurgiter des connaissances, mais dans lesquelles on leur demande de mobiliser des connaissances ou de faire preuve de créativité en utilisant des connaissances. Peut-être ils auront un peu moins parce qu'ils en trouveront certaines grâce à l'IA, même si l'IA n'est pas faite pour donner des connaissances. Et puis, ce faisant, on va développer ces compétences futures. Ce qui est intéressant dans l'approche par compétences, c'est qu'elle n'est pas elle est restreinte aux filières professionnalisantes. Parce qu'en fait, la compétence, c'est ce qu'on vend à notre employeur. C'est la seule chose qui intéresse notre employeur, c'est notre compétence. C'est ça qu'il achète, il ou elle. Et donc, quel que soit le métier qu'on fait, on en a besoin. Donc, qu'on passe par l'université ou par des filières professionnalisantes, c'est la même chose, c'est juste pas les mêmes types de compétences. Et d'ailleurs, je vous serais peut-être étonné de savoir que en Suisse, les universités se mettent à l'approche par compétences, tout en
revendiquant le fait de ne pas être professionnalisante. Et il n'y a pas longtemps, j'ai accompagné En une France aussi, filière. hein. Oui, en France aussi, oui. Ça vient surtout du Québec. Hein, c'est pas la Suisse qui a inventé ça. Les Belges s'y mettent aussi. Mais simplement, ça suppose juste, et c'est pas bien compliqué, et c'est pas très extraordinaire en fait. On se demande même pourquoi on le faisait pas avant. Ça se demande juste de se demander où est-ce qu'on envoie nos étudiants. C'est un peu la moindre des choses finalement. Et puis, à partir de là, ben, on essaye d'établir les profils de sortie les plus complets possibles. Et on leur explique aussi pourquoi on les forme comme ça. C'est très important. Pour nous, on communique beaucoup les référentiels de compétences aux étudiants. On leur dit à la fin de notre bachelor, vous saurez faire ça, 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 ça. Puis c'est aussi pour ça qu'ils viennent d'ailleurs, parce qu'on leur dit ce qu'ils auront appris à faire quand ils viennent chez nous. Est-ce qu'on passe à la dernière partie pour Oui, avoir un peu je de temps? pense. Ouais, Si j'ai je peux me l'impression qu'il n'y a permettre, plus d'autres questions. Ah, si. moi, c'est plus oui, un témoignage. Merci en tout cas de votre intervention parce que moi, elle m'amène à réfléchir pas mal. Donc, il y a des choses qu'il va falloir que j'intègre et surtout, je viens de découvrir ce fameux logiciel Notebook LM et je viens de faire des essais en parallèle de tout ce que vous venez de me dire et c'est vraiment très, très sympa. Et alors moi, je suis enseignant, pas du tout en scientifique, hein. Même si j'ai une base scientifique, je suis directeur pédagogique d'un master 2 en management de la qualité et en lean management. Donc plutôt sciences humaines, on va dire, et toujours à faire intervenir l'humain, mais dans un cadre par rapport à des règles. Et je viens de passer, de prendre l'ISO 9000 et l'ISO 9001, je l'ai mis dans notre notebook LM et j'ai posé des questions qui souvent sont très très mal interprétées et même par des auditeurs assermentés, hein. Et en fait, les réponses sont assez étonnantes et assez précises. Et c'est justement la base de l'enseignement qu'on fait aux étudiants. Donc, ça permet aussi d'appuyer, entre guillemets, le raisonnement que l'on a. Et je trouve ça plutôt pas mal. Voilà. Donc, ça, c'était un petit témoignage. Merci en tout cas pour m'avoir fait découvrir ce logiciel que je ne connaissais pas. La seule chose sur laquelle je voudrais peut-être interagir, ou en tout cas faire une petite remarque, c'est sur la capacité d'évaluation, où vous avez mis en rouge des petites choses. Bon, bah voilà, on leur demande des preuves. Moi, je suis assez, je ne sais plus le slide que vous avez présenté. Euh, Moi, typiquement, je fais des études de cas où je leur dis, bah voilà, qu'il faut me créer une entreprise certifiable ISO 9001. Mais à un moment donné, il va falloir qu'ils me proposent justement qu'ils individualisent les choses. Mais il y aura quand même une évaluation, hein. Il y aura toujours une évaluation. Et d'ailleurs, nos étudiants et nos futurs professionnels seront toujours évalués. Oui. Toujours. Il n'y aura pas besoin de passer ce cap-là, puisque un dirigeant, il va évaluer. Bon, pas bon. Vous voyez ce que je veux Oui. dire? Donc, moi, je dirais que le 2 et le 3, vous n'avez pas vraiment, en fait, c'est pas votre truc, si j'ai bien compris. Moi, je vois pas pourquoi ce serait pas quelque chose, en tout cas, qui les prépare justement à la vie professionnelle. Ah, mais en fait, le 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 9, c'est de l'évaluation. Mais dans la Oui, vie mais professionnelle, votre employeur, il va pas évaluer vos connaissances, il va évaluer le résultat, il va évaluer ce oui, que vous êtes capable de produire comme rapport, tout à et fait. il va s'en ficher complètement de savoir Pas si de vous avez rapport, pas de généré. rapport. J'ai Voilà, réussi ou j'ai pas réussi. c'est ça. J'ai Bah, obtenu c'est le c'est bien ça. résultat ou j'ai pas obtenu le résultat. Donc, il y a une évaluation. Et nous, si l'objectif, c'est d'atteindre le résultat, évaluer, je vois pas où est le problème, en tout cas. Mais vous dites pas l'inverse de moi, on est parfaitement d'accord. Alors, j'ai mal compris ce que vous avez voulu dire. Voilà, c'est Bah, juste dans ça. tous les cas, là, on est en train d'évaluer les étudiants. De toute façon, on est obligé. Pour délivrer un diplôme, on doit attester qu'ils ont atteint un certain niveau. Mhm. Et simplement, dans les 3 premiers cas, on évalue les étudiants en vérifiant qu'ils ont, dans certains cas, en vérifiant qu'ils sont capables de faire des choses sans l'IA. Ah, mais peu importe qu'ils le fassent Euh, avec l'IA ou qu'ils ne le fassent pas avec l'IA. Par eh ben, contre, c'est bien ce que je dis. C'est bien par pour ça contre, que par c'est pas, contre, non, mais c'est bien pour ça que c'est pas intéressant. par contre, compléter l'évaluation par une évaluation orale, ça me paraît aussi formateur. C'est-à-dire Ouais, de leur faire comprendre qu'à un moment donné, l'IA a des limites. ouais, C'est-à-dire qu'ils bien peuvent sûr. faire avec l'IA, mais si à un moment donné, ils ne savent pas justifier du concept, Eh parce oui, que l'IA leur a proposé, moi, je suis assez pour le 3. C'est pour ça que je vous disais, je n'ai pas compris pourquoi vous l'avez mis en rouge. Je trouve que le 3 est pas si mal que ça. Et quand vous allez avoir ok. un client ou un fournisseur, à un moment donné, quand vous allez discuter, si vous balancez un concept et que derrière, la personne
a les compétences, mais elle dit, mais je comprends pas, expliquez-moi. Et si vous êtes coincé, il va falloir quand même qu'à un moment donné, moi je trouve que le 3 est quelque chose de très, très intéressant. Oui, alors voilà, mais ok, je n'ai pas dit le contraire de vous. Alors peut-être que j'ai dit que le 3 me plaisait moins que la suite parce que ça reste un peu coercitif, ça reste contrôlant. Et On est dans un en monde fait, mon coercitif. point, mais c'est pas grave. Moi, je veux former les étudiants au mieux pour qu'ils soient adaptés à leur vie professionnelle future. Donc, ce que je dis, c'est que en tant que évaluateur, puisque dans certains cas, l'enseignant est un évaluateur ou une évaluatrice, je trouve plus intéressant de le mettre dans une situation où on va évaluer sa compétence globale, le résultat de son travail, en se demandant pas spécialement s'il a utilisé l'IA ou pas. Et dans tous les niveaux de 4 à 9, si l'étudiant n'a pas compris la production de l'IA, il n'arrivera pas, il sera mal évalué. On va juste plus loin, en fait. Mais on peut s'arrêter à 3, il n'y a pas de problème. Et on a chez nous une école pédagogique, une autre école pédagogique a décidé de modifier ses règlements pour se donner le droit d'aller interagir avec les étudiants quand ils avaient un doute sur le fait qu'ils avaient compris ce qu'ils avaient écrit. Et c'est tout à fait pertinent. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je dis juste que c'est plus intéressant de faire des évaluations dans lesquelles finalement l'IA se dissout. Et ce qu'on évalue, c'est la capacité de l'étudiant à répondre à un problème complexe, qu'il ait utilisé l'IA ou pas, finalement, c'est pas si important que ça. Ce qu'on veut, c'est qu'il sache faire ce qu'on veut qu'il apprenne à faire. Alors, je vois qu'il est 15h30. Ce que peut-être je propose, c'est Justement. qu'on passe aux études de cas pour avoir le temps encore d'aborder ça. Alors, vous allez avoir besoin d'être très attentif et très discipliné, comme des Suisses. Je suis sûr que ça va bien se passer. Je vais vous présenter 3 cas pratiques qui sont assez détaillés. Un cas niveau débutant, un cas niveau avancé, un cas niveau expert. Ensuite, vous allez devoir choisir sur quel cas vous avez envie de travailler. Dans l'idéal, les 3, mais bon, voilà, on n'a pas le temps. Et quand vous aurez choisi, je vous dirai quoi faire. Mais là, pour le moment, je vais vous les présenter. Donc, soyez attentifs et essayez d'identifier le cas qui vous intéresse. Le premier cas, c'est le suivant. Lors de l'évaluation finale des apprentissages relatifs à un enseignement portant sur le développement durable et la responsabilité sociétale au niveau licence 3, Monsieur Durand a invité ses étudiants et étudiantes à composer un récit de fiction à la maison sur le thème « Un futur désirable ». À la lecture des copies, il a soupçonné une utilisation massive d'outils d'IA génératifs par les étudiants. Ces soupçons ont été renforcés par les tests réalisés avec Compilatio et par ses échanges de vive voix avec plusieurs étudiantes et étudiants. Malheureusement, les conditions d'usage n'ont pas été explicitées clairement au préalable. Et donc, faute de preuves absolues quant à l'utilisation de l'IA par ces étudiants, parce que Compilatio, c'est quand même un peu limité, ça donne que des suspicions, Monsieur Durand n'a pas su comment évaluer objectivement les travaux réalisés. Donc, il était très embêté. Comment pourrait-il imaginer son évaluation l'année prochaine? Ça, c'est là le cas, on va dire, facile. Parce que les solutions ne sont quand même pas trop difficiles à trouver. Niveau avancé, Madame Dupont propose régulièrement des QCM sur Moodle pour soutenir l'apprentissage des étudiants par le biais d'évaluations formatives. Avant chaque séance de travaux dirigés, un QCM doit être renseigné sur les notions à l'ordre du jour. Pour inciter ces étudiants à répondre à ces QCM, parce qu'apparemment, ils n'y vont pas tout seuls, spontanément, ce qui n'étonnera personne, elle leur attribue systématiquement une note dont la moyenne annuelle est prise en compte dans la note finale avec un faible coefficient. Voilà, il y a quand même une note. Mais évidemment, quand on met une note, les étudiants se concentrent plus sur la note que sur le contenu. Et donc, elle s'est récemment rendue compte que certains étudiants avaient installé l'extension Proudly qui leur donne instantanément les bonnes réponses au QCM. Et en plus de ça, l'ensemble de ces QCM se retrouve désormais en accès libre sur le site de Proudly. Comment Madame Dupont pourrait-elle adapter son dispositif l'année prochaine? Troisième cas. Dans une formation en communication professionnelle, Monsieur Morel propose un projet de groupe qui consiste à produire une stratégie de communication complète pour une entreprise fictive. Cette production comprend un dossier écrit, plan stratégique, messages clés, canaux de diffusion, calendrier, budget et une soutenance orale. Lors des dernières éditions du cours, M. Morel a constaté que plusieurs groupes ont manifestement utilisé des outils d'IA pour générer le contenu écrit et les visuels. Le résultat final était souvent bien présenté, et il faut avouer, de bien meilleure qualité que les années précédentes.
Donc jusque-là, tout va bien. Pourtant, certains éléments révélaient une compréhension superficielle des concepts enseignés. Parce qu'on a beau être quand on est dans une approche par compétences, on a quand même besoin de connaissances, puis quand elles sont pas là, ça se voit. Donc erreur de vocabulaire métier, incohérence dans les publics cibles, les canaux choisis, etc. Monsieur Morel s'interroge pour savoir comment faire évoluer son dispositif d'évaluation l'année prochaine. Doit-il interdire l'IA ou la valoriser comme un outil professionnel, au contraire? Dans tous les cas, comment peut-il faire en sorte que les étudiants développent bien les compétences dont ils et elles auront besoin après leur certification et auxquelles son enseignement est censé répondre? C'est un peu plus difficile. Donc, je reprends, niveau débutant, Monsieur Durand, c'est le récit de fiction, donc une dissertation, il n'y a pas eu de consigne, pas d'objectif, pas de contrainte, pas de communication des consignes. Monsieur Durand se retrouve embêté, il ne sait plus comment corriger ses copies. Madame Dupont, elle se retrouve avec tous ses QCM sur Internet, et puis ça marche plus son histoire de donner un petit peu de points à ses QCM, parce que finalement, c'est plus les étudiants, en tout cas certains étudiants, recourent à un outil qui les renseigne pour eux. Et Monsieur Morel, lui, il a un projet de groupe, et il doit évaluer les projets de groupe. Il se demande quelle place il doit mettre et de donner à l'IA. Alors pour chacun de ces cas, j'ai une liste de solutions à vous proposer, mais qui vous sera communiquée évidemment seulement avec le support de cours final. Et l'idée, c'est que vous y travailliez par groupe de 5. Voilà, alors il nous reste peu de temps, hein, vous le savez, mais l'essentiel, c'est pas que moi je vous donne mes réponses. Vous aurez des options, je vais en présenter 2, 3 juste en quelques secondes, mais l'essentiel, c'est que vous ayez pu échanger. Il n'y a pas de réponse définitive absolue, scientifique. Voilà, il n'y a que des approches qu'on essaye de documenter sur la base de réflexions telles que celles que je vous ai proposées. C'est à chacun de faire son choix. Et je reviens sur la question de tout à l'heure, là. Est-ce que la ligne 3, c'est bien, c'est pas bien? C'est la même réponse que le commentaire que je viens de remettre dans le chat. En fait, il n'y a pas un type d'évaluation à choisir a priori qui serait meilleur qu'un autre. En fait, pour chaque objectif d'apprentissage, il y a des évaluations qui sont meilleures que d'autres. Et donc, selon ce que vous voulez évaluer, la connaissance de l'étudiant ou sa capacité à la mobiliser ou la capacité à utiliser l'IA pour aller plus loin que sa propre connaissance, c'est ça les objectifs d'apprentissage. Selon ce que vous avez défini comme un objectif d'apprentissage, vous allez définir le processus d'évaluation en conséquence et la méthode d'enseignement aussi, parce que ce que vous allez évaluer, il faut que vous l'entraîniez. Et c'est la seule réponse possible, en fait. Il n'y a pas de bonne manière d'évaluer dans l'absolu. C'est peut-être des choses que vous aurez pu évoquer dans vos réflexions. Je vous montre ce que vous allez trouver dans le PowerPoint. Normalement, vous devriez le voir. Vous devez voir le mot débriefing. Et ce que vous allez trouver pour chaque étude de cas, donc par exemple pour le niveau débutant, j'ai mis quelques pistes. Peut-être que je ne les mets pas toutes d'un seul coup. Voilà. Alors, il y en a une dizaine. Bon, voilà. Une possibilité que monsieur, je sais pas comment il s'appelait, monsieur Dupont, monsieur Durand, monsieur Durand, voilà. Une des choses que monsieur Durand peut faire, c'est y arriver. Ah. C'est clarifier les objectifs de l'enseignement et de l'évaluation. Se demander quels apprentissages critiques il veut évaluer. Est-ce que la capacité à utiliser l'IA pour répondre à la question de l'examen en fait partie? Si oui, sinon, ça ne va pas du tout donner les mêmes réponses. En déduire s'il veut autoriser l'IA ou non. Et si oui, en lien avec quelle capacité générale et spécifique d'utilisation de l'IA. Et donc, il va en déduire les modalités d'utilisation de l'IA qui seront autorisées. S'il veut l'interdire, il faut qu'il fasse une composition en classe. S'il veut autoriser certains outils seulement, il fasse un proctoring. Si l'utilisation de l'IA est autorisée, mais seulement sous condition, il devra les préciser, en s'assurant qu'il sera possible de vérifier leur respect. Éventuellement, il fera une interrogation orale, aléatoire ou systématique. S'assurer que les conditions pourront être parfaitement communiquées aux étudiants, que s'ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire, ils ne vont pas le faire. Clarifier et communiquer la manière dont les étudiants devront documenter leur utilisation de l'IA et comment ces mentions ou leur absence seront évaluées. Donc, s'ils ont l'autorisation d'utiliser, il faut leur dire aussi comment ils doivent le déclarer. Est-ce qu'ils doivent le déclarer ou pas? Et
et leur dire que ce sera évalué. Clarifier et communiquer les sanctions prévues en cas de triche. Et puis seulement là, choisir le sujet de l'évaluation, sa formulation, l'ensemble des critères d'évaluation qui seront communiqués aux étudiants avec le sujet et les consignes. Et seulement à ce stade, penser l'enseignement. En réalité, on ne devrait jamais penser l'évaluation après avoir fait l'enseignement. On devrait toujours se dire, savoir à peu près quel type d'évaluation on va faire et faire l'enseignement en conséquence. En réalité, l'enseignement, il va dépendre des objectifs d'apprentissage et l'évaluation aussi. Donc, le plus important, c'est les objectifs d'apprentissage. Voilà, vous allez trouver ça et vous allez avoir la même chose pour les 3 autres. Encore une fois, il n'y a pas de réponse absolue. Mais vous voyez qu'en fait, Monsieur Durand, dans l'histoire, il faut qu'il se pose des questions et qu'il y réponde. Et c'est ce qu'on doit tous faire lorsqu'on se retrouve face à l'intelligence artificielle en situation d'évaluation. Je laisse la parole aux organisateurs. Chris. Alors, oui, j'ai mis un message du coup sur le chat avec le lien pour du coup répondre au petit sondage. Donc, je vais partager mon écran. Moi, j'ai une question, je peux la poser ou pas? Alors, En tout cas pour moi, ce oui. que je vous propose, c'est juste, voilà, je vous remets le lien. Puis pour ceux qui ont un peu de temps, on restera pour les questions, voilà, si c'est possible. Du coup, là, voilà, je vous ai mis le lien dans le chat. Vous l'avez aussi là, vous pouvez le scanner avec votre smartphone. Et juste pour vous rappeler, donc, selon l'institution dans laquelle vous êtes, vous avez des intervenants sur le service d'appui pédagogique qui peuvent vous aider à répondre, que vous pouvez solliciter par rapport au questionnement que vous avez ou pour aller plus loin, pour suivre des formations. Donc, vous avez les liens et les coordonnées de chacune des institutions. Voilà. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est que vous puissiez poser des questions s'il en reste. Oui, donc j'y vais et ça répond un peu à ce que Laurence a dit dans le chat. Moi, j'enseigne le numérique responsable et donc je me pose énormément de questions quant à l'usage des outils d'IA générative. Et je voulais avoir votre avis parce que moi, ce que j'entends, c'est que a priori, le modèle économique de tous ces acteurs de l'IA n'est pas viable sur le long terme. Donc peut-être que ça va devenir payant et peut-être que ça va un peu réguler les usages complètement désordonnés de l'IA. Hein. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui utilisent l'IA pour faire une recherche Google toute bête. Donc comment éduquer nos... Est-ce que vous pensez que ça va subsister comme ça, l'usage de l'IA gratuit, ou est-ce qu'on doit former nos étudiants à l'éthique d'un bon usage? Mais je pense que c'est 2 questions différentes. Que ce soit payant ou gratuit, on doit les former à des bons usages et à une utilisation responsable de l'IA. Donc pour moi, c'est vraiment 2 questions différentes. Sur le numérique responsable, oui, bien sûr, ça doit faire partie. Moi, j'aime bien dire aux étudiants, l'IA, c'est comme un médicament. On ne prend pas de médicaments quand on n'est pas malade, quand on n'en a pas besoin. Donc, utilisez-le quand vous en avez besoin. Et après, il existe des outils comme ça a été produit par le gouvernement français d'ailleurs, ça s'appelle Compare IA, Compare sans E, apostrophe IA, qui permet de comparer entre eux l'efficacité de modèles de langage. Certains sont des petits modèles de langage, d'autres des gros modèles de langage. Et puis, on se rend compte souvent qu'avec des petits, ça fonctionne aussi bien. Et donc, peut-être qu'à l'avenir, on pourra choisir son modèle. D'ailleurs, on peut déjà le faire dans ChatGPT. On ne fait pas une fonction deep research lorsque l'on peut avoir une réponse par une recherche Google. On n'utilise pas un modèle de raisonnement lorsqu'on a juste besoin d'un modèle de langage. Donc, je pense que c'est ça va être ça les bonnes pratiques. Ensuite, oui, bien sûr, c'est pas rentable, mais il n'y aurait pas autant d'investissement si derrière il n'y avait pas la capacité de rendre ça rentable. Alors c'est vrai que ça se fera probablement par la publicité, peut-être par des accès payants, mais il y aura toujours des accès gratuits. Toutes ces plateformes numériques fonctionnent en freemium pour attirer les gens et puis pour leur donner envie ensuite de payer. Ce qui va probablement se développer, puis je l'espère que ça se développera, c'est l'appropriation de l'IA et des LLM par les institutions. On a déjà commencé chez nous à faire tourner des petits modèles de langage sur des ordinateurs hébergés dans notre institution où les enseignants mettent leurs cours
et ils ont en fait, quelque part, ils créent des petits modèles de langage nourris avec leurs cours qui répondent aux questions des étudiants. Qui là, il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème de souveraineté, il n'y a plus de problème de sécurité des données parce qu'on est en local, il n'y a plus de problème d'impact environnemental parce que de nouveau, c'est local, c'est des petits modèles de langage qui ont été instruits. Peut-être que c'est un modèle Mistral, il a été instruit une fois pour toutes, mais on l'a récupéré et puis on le fait tourner. Et j'espère que ça pourra se démocratiser de cette façon-là. Et ça sera vraiment une bonne manière de faire du numérique responsable. Mais on n'a pas toutes les réponses et pour tout vous dire, je suis en train de monter un groupe d'accompagnement stratégique chez nous dans l'optique de rédiger une politique cadre en matière de responsabilité sociétale à l'ère de l'IA pour notre institution. Je crois que c'est le moment de s'occuper de ça, maintenant qu'on a fait un peu le tri dans les outils, les usages, les réflexions pédagogiques. Ce qu'on ne sait pas maintenant, c'est finalement, en tant qu'institution, où est-ce qu'on doit aller? Qu'est-ce qu'on doit autoriser, interdire? Est-ce qu'on autorise la génération de vidéos par l'IA ou pas? Est-ce qu'on achète des abonnements ChatGPT aux collaborateurs? Et voilà. Beaucoup de questions qu'on ne sait pas encore assez bien poser. Enfin, on se les pose, mais on n'a pas les réponses. Puis c'est le moment. Donc, on a besoin de gens comme vous qui travaillent sur le numérique responsable. C'est vraiment crucial. Oui, peut-être pour compléter la réflexion là-dessus, il y a aussi tout ce qui est tous les enjeux au niveau des données et qui font aussi que les solutions locales peuvent être intéressantes pour ça, parce qu'il y a le fait de payer ou le fait qu'on utilise les données qu'on y rentre aussi. Je parlais hier avec des personnes, des enseignantes qui travaillent dans une filière de santé, et notamment en santé sexuelle. Alors eux, elles ont deux problèmes. D'abord, quand on est en santé, on ne peut pas mettre les données des patients dans un chatbot. Et d'autre part, en santé sexuelle, il y a plein de mots tabous qui passent pas, en fait. ChatGPT, il veut pas certains termes. Et En donc Grok. là, ouais, peut-être sauf Grok, ouais. Ouais. Mais alors là, il y aura d'autres problèmes. Et donc, voilà, là, il y a des besoins qui vont être résolus que par des solutions locales. Et j'espère qu'on y arrivera. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou réactions, témoignages? Moi, juste un petit témoignage d'un ami qui est quelqu'un qui est assez pointu en plan d'expérience. Il a essayé l'IA par rapport au plan d'expérience et en effet, les résultats étaient faux. Donc, c'est juste ça qu'en fait, moi, ce que je retiens, c'est qu'en effet, il faut quand même avoir un sacré esprit critique, l'utiliser comme un moyen, mais il faudra toujours garder cet esprit critique. Voilà. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est que enfin, souvent, les gens me disent, bah oui, bah, il faut de l'esprit critique. Mais je dis, mais bah, voilà, vous avez trouvé un moyen pour l'enseigner, en fait. Plutôt que de se plaindre du fait que le chatbot donne des réponses fausses, bah, faut s'en réjouir en tant qu'enseignant, parce qu'on va pouvoir utiliser ça. Donc ça, c'est une réponse. Et puis, moi, j'aimerais aussi quand même bien dire, puis je sais, je connais pas votre ami, peut-être qu'il utilise très bien l'IA et qu'effectivement, le chatbot s'est complètement planté. Mais pour le cas général, quand un chatbot donne une mauvaise réponse, on ne sait jamais trop si c'est le chatbot qui a bugué ou si c'est juste l'utilisateur qui s'y est mal pris. Et c'est la même chose pour un instrument de musique. Si un instrument de musique donne une fausse note, peut-être qu'il n'est pas accordé ou qu'il a été mal conçu, mais c'est peut-être tout simplement la personne qui souffle dedans ou qui gratte la corde qui s'y prend mal. Et donc, je vous invite toujours, quand vous voyez un chatbot qui répond mal ou qui répond faux, à essayer de revenir et de vous dire, est-ce que par hasard, je n'arriverai pas quand même à l'orienter? Ce qui suppose d'ailleurs une certaine compétence, hein, évidemment, et qui n'est pas forcément donnée à tout le monde. Je crois que ce qui nous protège encore pas mal au niveau de l'enseignement, c'est que quand on commence à montrer aux enseignants des pratiques un peu expertes qui permettraient aux étudiants de répondre à des questions d'examen un peu plus compliquées, beaucoup nous disent, non, mais en fait, mais ça, ils en sont incapables. Juste, ils ne connaissent pas les outils, ils ne savent pas prompter, et voilà. Et donc, on est encore un peu protégé par les limitations en termes d'aptitude d'utilisation de l'IA des étudiants. Mais dès lors qu'on va commencer à leur enseigner comment faire, il faudra aussi suivre derrière. Si, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, ou sinon, je vous propose, je vous remercie à tous et toutes de votre participation.
Et je vous remets le lien, là, j'ai mis un petit message sur le chat. Voilà, si vous pouvez prendre 2 minutes pour nous faire un retour, nous dire aussi les thématiques que vous aimeriez voir abordées lors d'un prochain web rendez-vous, nous faire part d'axes d'amélioration. On est à votre écoute, donc je remets le lien sur le chat. Et s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie à tous et toutes de votre participation. Et merci Richard Emmanuel Istès pour votre intervention et toute votre expertise pour répondre à tous les questionnements qui ont émergé. C'était un plaisir, merci beaucoup pour vos questions, pour l'organisation aussi. C'est très chouette de voir qu'il y a des choses comme ça qui se montent. Et ça doit être très enrichissant de travailler entre les différentes institutions. Merci à tous.